Bon bah, C'est quand parti. tu veux, ça part. Hein. Allez, let's go. Ok, bah salut Hugo. Salut, c'est un plaisir d'être là. Très content de t'avoir aujourd'hui sur Jobcast. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui et qui t'es? Avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour l'accueil. C'est cool que tu contacté Salomon et Origins en général. Donc, top. Et pour raconter un peu qui je suis, donc moi c'est Hugo. J'ai rejoint Origins il y a maintenant presque un an, en janvier. Et si je reprends un peu en rétro, on va dire du début, début de ma carrière et de comment j'ai commencé. Donc en fait, quand j'étais jeune, je suis parti et j'ai grandi au Brésil. Mes parents expatriés au Brésil, donc j'ai fait tout mon lycée plutôt en Amérique du Sud, à São Paulo. Et puis, ayant la chance de pouvoir faire ça et tout, j'ai rapidement voulu commencer à aller à l'international. Et donc, je suis parti faire des études au Canada. Je suis parti à McGill, à Montréal, pour faire mes études, où là, j'ai fait des études plutôt axées finance, entrepreneuriat. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu la chance de faire un échange en Asie et de prendre quelques idées de business. Et donc en revenant durant ces études, on a commencé avec quelques amis une boîte qu'on a voulu fonder qui s'appelait Juicebox. Et c'était un peu le premier projet qui m'a fait rentrer dans le milieu de la tech, qui m'a fait apprendre énormément, surtout tu vois, comment monter un business, comment aller faire une levée de fonds, comment réfléchir à une stratégie go-to-market et tout ça. Donc là, j'ai énormément appris. Et ça, c'était au milieu du Covid et tout, donc ça a commencé à devenir un peu compliqué. On a dû mettre le projet en pause et malheureusement, j'ai dû partir du Canada. Et donc là, je me suis retrouvé un peu face à moi-même et je savais plus trop ce que je voulais faire. Et il y avait une autre passion que j'avais, c'était le milieu du sport. J'ai toujours été un grand fan de sport et donc dans ce contexte-là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Toulouse Football Club. Donc je suis parti à Toulouse. Le club s'était fait racheter par un fonds de private equity qui s'appelle Redbird. Et donc avec Redbird, j'ai réussi à pouvoir participer en fait à toute la stratégie plus business du club. Donc en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans où je m'occupais du sponsoring, du merchandising, un peu du marketing et tout avec toutes les équipes qui étaient là-bas. Et donc j'ai eu l'opportunité d'être là-bas pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, j'ai décidé que je voulais re-rentrer dans le milieu de la tech. Et donc en sautant un peu de start-up en start-up, j'ai décidé aussi de faire un master et je suis allé à l'ESCP entre Berlin et Paris. Et finalement, j'ai fini par rejoindre Origins. Donc là, je t'ai fait la petite histoire, mais c'est un peu comme ça que j'ai rejoint Origins. Et donc là, maintenant, je fais partie de l'équipe d'investissement d'Origins. Ça fait maintenant un an, comme je te disais. On investit entre l'Europe et les États-Unis. Et, Ok. et donc, j'ai la chance de pouvoir travailler en direct avec les deux cofondateurs d'Origins. Enfin, ils sont quatre cofondateurs, mais les deux Ouais, qui sont dans Mathieu l'équipe et d'investissement. Ouais, exactement. ouais, non, putain. Une fois Et que j'ai déjà vu? ouais, plusieurs fois, ouais. C'est Ok. sympa, c'est le côté un peu cool aussi de bosser dans ce fond-là, ouais, c'est sûr. Mais voilà, moi je t'ai fait un peu le mapping de ce que je faisais avant, mais là maintenant du coup ça fait un an que je suis chez Origins. Ok. On va essayer de décrypter plus en détail ce que tu fais depuis le début. Avec plaisir. T'avais quelle mentalité un peu quand tu étais au lycée Ouais. est-ce que tu étais le gros matheux au fond de la classe, mec, en train de bouffer des annales déjà, ou tu étais premier rang, élève moyen? J'ai toujours été plutôt bon à l'école, on va dire. Ok. Je suis un mec un peu stressé, donc je bossais pas mal et tout. Mais après, j'ai toujours aussi été plutôt social. J'aimais bien, tu vois, j'avais des potes, j'aimais bien être un peu au milieu des soirées et tout. Et donc ça m'a permis, en fait, en n'étant pas mauvais à l'école, tu vois, de me faire pas mal de potes. Et je pense que c'est un peu qui m'a créé cette mentalité assez ouverte et tout. Et puis en plus, en bougeant au Brésil, quand j'ai eu l'opportunité de partir au Brésil T'es avec parti mes à quel parents, âge? c'est parti. Moi, j'avais 12 ans. Ah ouais, t'es Euh, parti vraiment tôt, moi je ouais, pensais que t'étais assez allé tôt. genre au lycée Non, quoi. non, Ah non, ouais, je suis d'accord. arrivé. Enfin, je suis arrivé, tu sais, en plus, là-bas, c'est décalé. Donc, tu as 6 mois d'écart. Et donc, je suis Ouais, arrivé, oui, j'étais en oui, exact, ouais, quatrième ouais, en ouais. France et j'ai sauté la classe et je suis arrivé en troisième, du coup. Ok. Et donc, j'ai commencé en troisième là-bas oui, je devais avoir 13 ans. Je devais avoir 13 ans. Dans un collège français? Dans un lycée français, ouais, le Ou lycée français de São français? Paulo. Ok, non. Donc c'était assez sympa et puis la chance de pouvoir voilà, découvrir une autre culture, de rencontrer plein de gens que je connaissais pas dans un pays que tu connais pas. Et donc ça ouvre un peu aussi l'esprit et ça permet de se créer un peu un personnage et de grandir un peu comme ça. Donc tu parles couramment portugais? Ouais, en plus, mon père, en plus de ça, est franco-portugais, donc j'avais déjà un peu quelques notions de portugais.
Et en arrivant au Brésil, bah, j'ai pu le perfectionner, mais avec l'accent brésilien cette fois. Et toutes tes opportunités, elles sont liées au métier de tes parents un peu? Ils font quoi dans la vie? Pas vraiment, non. Mon père est plutôt dans l'hôtellerie. Ça fait depuis longtemps qu'il travaille dans ce secteur-là. Et ma mère était pendant longtemps dans l'événementiel. Et puis après, quand on a bougé au Brésil, elle s'est axée plus dans l'humanitaire et tout, dans plusieurs associations et tout au Brésil. Et donc mon père, ouais, j'ai fait quelques stages un peu dans l'hôtellerie pour essayer. Et c'est un métier qui est passionnant et que j'aime beaucoup. Mais j'avais pas forcément envie de faire comme papa, on va dire, et de bouger un peu et de faire mon truc aussi. Donc c'est pas vraiment lié. Ouais. Genre, il était manager d'hôtel ou... Il a commencé vraiment à la plonge dans les restos et tout. Et puis là maintenant il travaille pour Accor. Ok, Donc ok, ouais, énorme, dans les énorme. bureaux plutôt. Très gros groupe Groupe hôtelier. hôtelier, quoi. Ok, ok. Ok, C'est ça. donc tu restes au Brésil jusqu'à quel âge? Je reste au Brésil jusqu'à la fin du lycée, donc jusqu'à mon bac. Je passe mon bac au Brésil. Ok. Et là, en plus, un petit twist un peu sympa, c'est que du coup, comme je te disais, tu as 6 mois d'écart. Donc moi, je passe mon bac en décembre et ensuite, j'ai presque 8 mois jusqu'au moment où je dois T'as 8 commencer mois de mon vacances. université en septembre. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir partir un peu en Californie et tout, où j'ai un peu perfectionné mon anglais. J'ai fait des cours d'anglais et ça m'a permis aussi, tu vois, d'aller un peu aux États-Unis et de rencontrer un peu d'autres gens aussi. Donc ça, c'était cool. Ok. Et aux US, tu fais genre 6 mois de vacances J'ai full fait, ou... bah, tu sais, tu te poses un peu, tu profites un peu des Ouais, vacances. Et ouais. puis après, du coup, j'étais dans un cours, dans une école D'accord, ok, vraiment ok. axée T'as anglais. formalisé ça, Ouais, quoi. j'ai fait 3 mois là-bas, en Californie. Donc, puis super, tu sais, t'es logé, tu rencontres plein de gens, tu fais American plein de Dream, trucs. ouais, Et voilà, ouais. c'était un peu sympa. Et ça m'a surtout permis en fait d'apprendre vraiment à bien parler anglais pour pouvoir ensuite pouvoir faire mes études aux US, enfin au Canada, où à McGill tous les cours sont en anglais. Il fallait absolument savoir parler parfaitement anglais pour pouvoir faire les cours. Et donc ça m'a bien aidé parce que sans ça, ça aurait été compliqué, je pense. Et t'avais quel type de dossier au lycée? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Fallait que tu J'avais, prépares des notes pour... ouais, j'ai su très tard ce que je voulais faire. Et tu vois, même encore aujourd'hui, des fois Ouais, tu cherches un peu, ouais. tu jauges un peu, tu sais, c'est un peu opportuniste en vrai quand tu vas trouver Bien une sûr, opportunité et tout. carrément. Là, j'ai vraiment découvert un secteur qui me plaît beaucoup, qui est le VC maintenant. Mais au début, tu sais jamais vraiment Ouais, à trop ce que 18 tu ans, veux tu te dis faire. pas, je vais Ouais, être ici. c'est ça. Donc en fait, je me suis dit, tu vois, j'avais fait S au lycée, j'ai des plutôt bonnes notes et tout. Donc je me suis dit, je vais aller à McGill et je vais faire du management, du business. Donc j'étais dans la faculté des hôtels c'est la faculté de business de McGill. Et là, j'ai découvert plein de secteurs. Donc, j'ai fait une spécialisation. Au début, j'ai commencé avec un truc un peu plus marketing. Et puis, ça m'a pas trop plu. Et donc, du coup, je me suis plus focalisé sur la finance et l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai découvert un peu le monde du venture capital, le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la tech. Et ça a commencé à me plaire pas mal. Mais t'es allé à McGill, parce que McGill, c'est quand même une des meilleures unis au monde. On est d'accord? C'est une bonne université, ouais. Ouais, c'est une des meilleures au monde, C'est quoi. une bonne université, une des meilleures au Canada, ouais, en tout cas, et Ok, ouais. qui est plutôt bien classée, ouais, en Et t'as effet. pas eu un peu, après ton séjour aux US, tu t'es pas dit, bah, je vais tenter une Ivy League ou je vais tenter une boîte, enfin une... Ouais. Déjà, en fait, quand j'ai apply à McGill, je me suis dit, je vais tenter, je verrai. Et je Ok, pensais ouais. vraiment pas que c'était une option. Tu vois, au début, je m'étais dit, j'avais fait tous les process pour rentrer en France. Donc, j'avais fait, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, là, les ECS, ECE et tout pour Les prépas les prépas commerce, quoi. sciences, les Ok, prépas commerce. APB, non? Avec APB, exactement, ouais. Et donc, j'avais fait tout ça. J'avais commencé une des options pour aller peut-être à Stanislas ou des trucs comme ça. Et au final, j'ai décidé plutôt de partir de l'autre côté et partir vraiment au Canada. Enfin, c'est un choix que je regrette pas du tout. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance aussi de. J'ai beaucoup travaillé mon anglais parce qu'il faut aller passer le TOEFL. Et donc, tu sais, tu avais un test un peu, et ça, j'ai galéré, je l'ai passé 3 fois pour pouvoir avoir la note. C'est combien minimum? Fallait avoir 101, j'ai eu 96, j'ai eu 98 et après j'ai eu 101, tu vois. Ah Donc putain. et vraiment le Ok. jour de la deadline, j'ai envoyé directement les dossiers et j'ai été pris donc c'était cool. Mais c'était un peu un coup de chance aussi un petit peu on va dire. Ok. Et c'est comment là-bas un peu la vie en big université nord-américaine? C'est cool. C'est énorme, non? Mais Ouais. énormément de moyens, les gros stades. Ouais, alors c'est pas, tu vois, c'est pas au même niveau qu'aux US, on va dire, mais ça reste quand même assez impressionnant par rapport à quand tu es dans un système plus européen. Et encore là, je trouve que c'est pas mal. Mais en fait, tu sais, tu arrives là-bas et puis même l'intégration, quand tu rencontres les gens et tout, tout est bien fait. Tu as des semaines d'intégration. Alors maintenant, tu en as dans toutes les universités, mais tu as
je sais pas, un truc qui s'appelle Frosh qui te permet de rencontrer des gens rapidement. Tu as plein de clubs, d'associations, de choses comme ça qui te permettent de vite rentrer en fait dans la vie un peu communautaire de l'université. Et l'avantage que tu as à McGill, qui est en plein centre de Montréal, par rapport à plein d'autres universités aux États-Unis qui sont souvent dans des villes un peu paumées, tu vois. Toutes les universités un peu d'Ivy League, elles sont souvent un peu en dehors des grandes villes et du coup, tu n'as que la vie de campus. L'avantage de McGill, c'est que c'est en plein centre de Montréal, donc tu es quand même au milieu d'une assez grosse ville et donc tu as un peu les bons côtés des deux, d'être dans une ville, mais en même temps d'avoir la vie de campus et la vie un peu universitaire. Donc ça, c'était top. T'étais dans quel asso et comment ça fonctionne le système scolaire? C'est combien d'années? Ouais. Alors, c'est un système un peu. Quand tu arrives là-bas au début, tu es un peu perdu parce que tu te retrouves en fait à faire. Tu dois un peu choisir. Tu te crées ton propre curriculum en fait. Tu choisis tes Tu matières? choisis tes matières. Alors, tu as Ok. des cadres quand même, tu vois, de Ouais, bien management. sûr. Ouais, ouais. Tu avais la faculté de management, la faculté de arts, la faculté de science, la faculté de. Je sais plus ce qu'il y avait, hein, mais ingénieur et plein de choses comme ça. Et donc, tu te crées ton propre programme en fonction des cours. Donc souvent, tu dois dire, OK, je vais prendre 5 cours pour le premier semestre. Là, tu te rends compte que 5 cours, c'est peut-être un peu trop et que tu as un peu forcé parce que si tu veux un peu profiter aussi de l'expérience, il faut peut-être Ouais. prendre 4 cours et donc tu jauges un peu ça. Donc au début, la transition, elle est toujours un peu compliquée. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends le modèle et c'est assez simple. Donc moi, je l'ai fait, tu peux le faire en 3 ans, 3 ans et demi. Moi, j'ai décidé de le faire en 4 ans parce que justement, sur les dernières années, après avoir fait mon échange à l'étranger, j'ai commencé à vouloir monter une boîte avec mes amis et du coup, ça m'a pris un peu plus de temps et j'ai voulu un peu plus bénéficier aussi de toute l'infrastructure que tu avais avec McGill. Et l'avantage de McGill, c'est qu'on avait, tu vois, un incubateur avec une Dobson Cup, ça s'appelle la Dobson Cup, qui était une compétition de pitch qui te permettait de lever des fonds et tout. Donc ça m'a permis vraiment de, tu vois, de bénéficier un peu de tout cet écosystème. Et c'est pour ça que j'ai un peu retardé ma graduation. Mais là, en fait, la moyenne, c'est 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Donc, c'était un peu. En plus, c'est énorme parce que quand tu es français, il me semble que tu as une réduction sur les frais de scolarité. C'est ça aussi, C'est pour que ça, répondre à non? ta Ouais. question tout à l'heure où tu me demandais pourquoi tu n'es pas allé dans les Ivy Leagues. Il y avait aussi une C'est question un ça, peu ouais. Oui, tu lâches 100K à l'année, mec. budget et Ouais. financière où, bah, pour moi, c'était pas une option, quoi. C'était très compliqué d'envisager une université aux US, quoi. Alors que McGill, bah, tu as l'avantage de pouvoir payer les fees. Je sais plus si c'était les fees des Canadiens ou des Québécois parce que tu as deux fees différentes. Mais c'est un vrai avantage. Parce que du coup, par contre, ça a fait que ça a ramené beaucoup de Français au Canada aussi. Bien sûr. Bah, c'est un pays francophone, donc je sais plus où j'ai vu ça, que c'était il y a 5 6 ans, un truc du genre 50 000 balles le cursus entier. Ouais, euh, Environ, quoi. je sais plus exactement les coûts, mais ouais, ça doit être un Et truc un t'avais peu des comme bourses, ça. t'avais des Ouais, dispositifs pour t'aider, quoi, ouais. j'imagine. Bah, j'avais eu la chance d'avoir une petite bourse qui avait réduit un peu le prix aussi sur la première année. Mais oui, c'est aux alentours. Puis après, il faut compter aussi, tu vois, c'est pas comme si tu as une famille qui est à Paris, par exemple, tu vas faire Audencia, bah, tu habites encore chez les parents et C'est sûr, ouais. t'as pas le voyage à payer et C'est tout. vrai, Donc il y a aussi tout le lifestyle autour c'est clair. qui, qui représente un certain budget, tu vois, les avions pour revenir à Noël voir la famille, le logement, ce genre de choses, quoi. Ok. C'est quoi l'envers du décor un peu de ces top universités monde? T'étais dans une asso, est-ce qu'il y a un truc marquant dans toute ta scolarité? Peut-être un événement récurrent tous les ans? Qui m'a Un truc tu t'es dit, what the fuck, jamais ça arrivera en France. Bonne question. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment vécu ça de manière hyper. Et j'ai eu la chance parce qu'il y a des gens qui le vivent de manière plus compliquée, tu vois. Ça peut être difficile des fois de te retrouver loin de ta famille et de pas savoir alors que tu as que 18 ans. Donc, il y en a qui le vivent pas forcément très bien. Moi, j'ai plutôt embrace le truc et ça m'a fait kiffer. Et du coup, je me suis assez facilement mis dans le truc. Après, quand je réfléchis à tu vois, des normes un peu différentes ou Genre une frat ou un truc de ah, fou que tu verrais aux US aussi. j'ai essayé l'expérience frat aussi pendant quelques temps, mais c'est beaucoup plus léger qu'aux États-Unis, donc j'avais pas trop tout ce hazing et tout. Mais en fait, tu vois que même en France, maintenant, tu récupères vachement de cette culture aussi un peu américaine. C'est vrai. Donc en fait, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué euh, en termes tu vois, même que ce soit en termes des études ou sur le tas dans l'expérience, quoi. Ok. Et t'avais quel profil quand t'étais en études? Est-ce que t'étais le Michael quarterback de l'équipe de foot US qui sort avec Jessica? T'étais le Euh, mec, le rat de bibliothèque? T'étais le mec un peu cool qui parle un peu à tout le monde et qui taffe de son côté?
C'est une bonne question. J'étais pas le Michael, on va dire, ça c'est sûr. Euh, En vrai, je pense que j'étais le troisième, tu vois, plutôt. C'est trop cool parce que, enfin, tous mes amis d'aujourd'hui, qui sont maintenant, il y en a beaucoup qui sont retournés à Paris, c'est tous des potes que j'ai rencontrés à McGill. Donc j'ai réussi à vraiment, tu vois, rencontrer plein de gens. Puis ça t'ouvre aussi quand tu arrives tout seul, même si des fois tu peux être introverti, tu commences très vite à découvrir plein de gens et tout, et donc ça te crée un peu un état d'esprit vachement plus ouvert. Et donc ça m'a pas bloqué. Et puis en même temps, il y avait un peu cette culture work hard, play hard, Ouais. où tu devais travailler beaucoup parce que en fait à McGill, bah, les notes elles te comptaient pas mal parce qu'on avait un système de GPA. Je sais pas si c'est pareil Exact. en France, Tu peux mais expliquer un peu ce que c'est le GPA? GPA en fait c'est un modèle où tes notes sont d'abord sur un système de lettres. Donc tu vas avoir A+, A moins B et tout ça. Et en fait ça se traduit sur une échelle de 4, de points sur 4. Et donc en fait quand tu comptes un GPA, McGill était connu pour être une école qui était plutôt très bonne. Donc les moyennes étaient plutôt aux alentours de 3 points, 3.0, 3.3, tu vois, plutôt des bons GPA. Et dès que tu commences à descendre en dessous des 3, ça commence à devenir un peu compliqué. Ah, c'est technique, ok. Mais le 3 est reachable Oui, ou oui, oui, faut mais il quand faut même faire. bosser, Ouais, il faut ouais, ok, bosser. d'accord, Il ok. y a une culture quand même de travail et tout. Mais après, tu arrives à jauger les deux et donc tu profites quand même un peu. Ok, et donc t'as fait 4 ans. Tu m'as dit qu'on pouvait faire ça en 3 ans. Et tu fais quoi durant ces 3 années globalement? T'as une année de spé, t'as des stages entre-temps? Alors sur les 4 ans, j'ai fait 6 mois d'échange. Ok. Hmm. Après, tu essayes toujours aussi de faire des stages en fait l'été. Donc moi, c'est ce que je faisais. On avait. Attends, pardon. J'ai T'inquiète, toussé. t'inquiète, hein. Vas-y, hein. Je comprends. Je me suis dit en plus, j'étais un peu malade. Désolé. Euh, donc qu'est-ce qu'on disait? Let's go. Est-ce que t'as des années de spé, des stages? Tu me disais que toi, tous Ouais, les étés, t'essayes d'en faire. alors, du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait déjà, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange. Donc, par exemple, même ta note, comme on disait, le GPA, ça peut avoir un impact sur les Ouais, échanges que tu si peux tu vas faire. au Ouais, Kazakhstan ou ouais, c'est aux ça, c'est US, ça. ouais. Ou même Ok, des fois, tu peux pas forcément partir. ok. Donc, j'ai des potes qui sont pas à cause des notes, mais juste parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'opportunité. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir à Hong Kong et ça, c'était vraiment super. Et ensuite, après, tous les étés, tu sais, c'est un peu comme en France où tu finis les cours assez rapidement. En fait, tu finis en, je sais pas, mai ou quelque chose comme ça. Donc du coup, tu as le temps de faire 2 3 mois de stage. Et donc là aussi, j'avais essayé de pas mal bouger. J'avais fait un stage au Brésil pour revenir voir ma famille au moment où ils habitaient là-bas. Mais du coup, sur le CV, c'est sympa d'avoir un job au Brésil. Et j'avais fait aussi un stage en Australie à un moment. Donc ça, c'était très cool aussi. Euh, et puis après, un stage en France pour, Tu les avais fait dans quel secteur les stages? alors, les 2 premiers dans l'hôtellerie pour essayer Ok, de comprendre un peu le milieu dans lequel mon père travaillait aussi. ok. Donc en Australie et au Brésil, c'était dans l'hôtellerie. Et puis ensuite, quand je suis reparti en France pour le dernier stage avant de finir l'université, là, je suis allé travailler dans le milieu du sport. Et donc c'est ça qui m'avait aussi un peu donné la première puce à l'oreille, tu vois, pour savoir qu'après, j'allais aller travailler au Toulouse Football Club. Et donc j'allais travailler à la Ligue de football professionnel, à la Ligue 1. Énorme. Plutôt Tu faisais axé quoi? sponsoring, partenariat et tout, donc c'était assez intéressant. J'ai fait 3 mois là-bas Putain, énorme. ouais, Ouais, ok, c'est ok. mes Mais comment tu contacts fais que pour avoir j'avais. ces stages? C'est essentiellement le réseau amical perso ou t'applies partout et t'attends une réponse? J'avais apply à pas mal de trucs. Après, j'avoue que sur la fin, c'était quand même au final d'avoir un peu de réseau et de connaître du monde, ça aide un peu aussi. Puis tes potes à McGill, je pense que c'est essentiellement des milieux privilégiés quand même. Il y a un peu de ça aussi, ouais, où tu rencontres des gens qui ont des postes un peu dans plein de boîtes aussi différentes qui permettent de t'aider aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette chance-là. Mais après, honnêtement, moi j'avais plein de potes aussi qui faisaient plus en applyant. Et puis ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Tu vois, des fois tu as un réseau dans un milieu et en fait tu vas aller bosser dans un autre. Donc voilà, ouais. Ok, ok. Et expérience McGill terminée, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu me dis que tu te fais incuber par McGill ou tu montes Ouais, directement? on fait un programme en fait d'incubation qui a duré à peu près 3 4 mois, tu vois, pas à temps plein, mais sur la fin avec les cours en même temps. Donc ça, c'était super parce que tu apprends vraiment comment commencer une startup et tout. Alors ça reste aussi un peu tout ce que tu apprends à l'école, donc des fois c'est très très théorique et pas forcément pratique. Mais ça nous a permis quand même je dirais pas d'aller de 0 à 1, mais de commencer à créer une vraie idée qui était un concept qui était concret.
on savait ce qu'on voulait vendre, à qui. Donc, tu vois, tu définis ton target market, tu définis ta mission, tu définis vraiment ton modèle. Et donc ça nous a vachement appris et c'est sur ces bases-là qu'on a commencé à créer un vrai business plan, un pitch et tout, et qu'ensuite on a participé à la Dobson Cup, qui ça est la compétition de pitch, qui était, je crois que c'était sponsorisé par la National Bank de Canada, pour avoir un peu des fonds après là-dessus. Donc ça, c'était plutôt cool. Et on est arrivé en finale. Et après, c'était le Covid, en plein milieu du Covid. Et, euh, et donc même à la fin, les derniers pitchs de la finale, on a dû les faire en Zoom, en télétravail. Et malheureusement, c'était un peu compliqué parce que comme nous, on avait plutôt une boîte, c'était une boîte qui était plus axée sur la mobilité et tout. Donc au milieu du Covid, c'était compliqué. Et donc je pense qu'ils ont privilégié un peu aussi tous les secteurs un peu plus dans la santé, dans le bien-être et tout. Donc on a perdu à la finale, mais c'était plutôt une bonne expérience aussi. Et c'était quoi? Il y avait une dotation à l'issue? Ouais, t'avais des fonds, alors je sais plus ce que Des c'était mecs la qui venaient valeur des fonds, investir? mais je crois que ça allait jusqu'à 200 000 dollars, tu vois, donc c'est Ok, quand ouais, même, ça n'a rien ouais. à voir avec les concours de pitch en France. Non, non, c'était assez intéressant, t'avais Non, ok, ouais. un vrai potentiel, tu vois, de monter une boîte, et t'en as même qu'on veut monter des boîtes, une boîte qui était en même temps que nous dans le programme, qui s'appelait Check Please, qui s'est fait racheter par Sunday. Tu sais qu'aujourd'hui, Sunday, c'est les QR codes que tu as dans les Ok, restaurants pour d'accord. commander, tu sais, et payer directement. Donc, tu avais des boîtes comme ça qui ont réussi à vraiment créer des vrais business avec des entrepreneurs qui ont revendu leur boîte et tout. Donc, ils avaient plutôt un bon track record. Ouais. Donc toi, après ça, tu vois que ça marche un peu, tu es au contact d'entrepreneurs et tu te dis, vas-y, on va lancer ça Bah alors, c'est ce qu'on IRL. s'est dit. On s'est dit, et puis après, quand il y a eu le Covid, ça a rendu le truc un peu plus compliqué, mais on avait déjà, tu vois, on avait déjà tout le plan pour de la création du produit. On avait déjà commencé à signer des LOI et des Letters of Intent avec des partenaires et des clients. Donc on avait vraiment le truc qui était en train de se lancer et heureusement on n'avait pas investi trop d'argent. Donc ça a fait que quand ça s'est terminé, c'était pas très grave. Et puis il y avait, c'était prochaine étape. Et puis on a tous commencé à se séparer, faire un peu nos trucs. Donc là tu sais, tu te retrouves à la fin de l'université. Le projet, tu vois que c'est un peu compliqué en milieu du Covid. Donc tout le monde commençait à un peu rentrer chez soi et tout, et devoir un peu trouver une autre solution, donc trouver un stage, trouver un job et tout. Et c'est là que j'ai trouvé le Toulouse Football Club. Ok, donc à la fin de l'UNIF, tu as postulé et tu es allé à Toulouse quand tu as vu que la boîte, finalement, ça allait être un peu plus technique. Exactement. En fait, on a Ok, réfléchi, même à un moment, je réfléchissais à, tu vois, même lancer la boîte en parallèle à Toulouse, mais c'était compliqué. Et puis après, une fois, tu sais que tu passes sur le truc, tu te rends compte qu'il y a peut-être aussi des sujets ou des blocages ou des choses qui faisaient pas forcément de sens. Et donc, tu passes à autre chose. Et puis après, il y a une autre aventure qui commence, tu vois. ouais. C'est jamais évident quand tu lances une boîte de te dire, bah, je vais devoir lâcher ça quand tu as investi des mois et des mois, des heures et des heures dessus. Carrément, ouais. Et parfois, tu es un peu stubborn. Tu sais, c'est l'expression, le mur qui te protège est aussi celui qui t'empêche d'avancer. Vraiment, mais ça c'est un vrai sujet et on le voit même tu sais, aujourd'hui quand on investit dans des boîtes et tout, des fois tu as, tu sais, beaucoup de boîtes qui se plantent et c'est dur de jauger le moment où il faut soit complètement pivoter parce que des fois les entrepreneurs qui sont trop stubborn, ils perdent en fait cette vision et cette capacité à regarder le marché de manière un peu plus, Ouais. tu vois, de faire un eagle's view et regarder un peu de haut. Et c'est là où tu peux te planter. Et donc, mais nous, à notre niveau, quand on était sur cette boîte-là, c'était plus, on l'a plus pris comme tu vois, un apprentissage et une Ouais, opportunité exact, ouais. pour apprendre en fait la leçon, tu sais, 101 de comment tu montes une Ouais. boîte. Et puis après, c'était pas très grave, tu vois. Donc, ça reste un bon souvenir. Ouais, exact, ok. Et qu'est-ce que tu fais chez Toulouse? T'as quel poste? Tu côtoies qui? Quand je rejoins le Toulouse Football Club, j'arrive un mois après le rachat. Donc c'est un fonds américain qui s'appelle Redbird, qui est un fonds de private equity maintenant qui est assez connu parce qu'ils ont commencé à investir dans plein de franchises de sport, dans l'entertainment et tout. Donc notamment, ils ont racheté le Fenway Group qui a Liverpool et tout. Ils ont racheté, enfin une partie du Fenway Group. Ils ont racheté aussi Milan. Donc tu vois, il commence à y avoir, ils ont commencé à pas mal se positionner en Europe. Et Toulouse, c'était le premier club européen qui rachetait. Et donc moi, je suis arrivé parce que j'avais rencontré pendant mon stage à la Ligue le nouveau directeur général qui avait été mandaté par Redbird pour reprendre le lead du club. Et donc j'ai rejoint dans l'équipe plutôt business
Donc au début, moi je suis arrivé, c'était pas du tout structuré. Et puis après, ils ont commencé à vraiment recréer tu vois, une vraie structure autour du club. Et donc pendant un an, je me suis occupé plus de tout le strat partenariat, sponsoring et tout. Donc ça, c'était cool. J'ai appris à faire des premiers deals et tout. Et tu rentres. Tu sais, moi j'avais une vision un peu américaine. Et puis en fait, tu arrives dans un milieu à Toulouse ou dans un club qui était très traditionnel, très ancré dans Toulouse. Et donc tu dois un peu aussi t'adapter aux manières de faire et tout Ah, t'as sur le constaté moment. que t'étais un peu plus bridé, Donc en fait au début tu sais bah, j'ai appris aussi énormément parce que c'était le début c'est sûr. et, et donc du coup en fait c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers deals, où j'ai commencé à parler pas mal et me créer un réseau aussi là-bas et c'était top en vrai, c'était top. Ok, ok. T'inquiète, t'inquiète. Mec, vraiment, vas-y, ouais, s'il faut, on va rechercher un verre d'eau, hein, y a aucune galère. En plus que tu sais quand je me retiens tu commences à pleurer, Ouais, on dirait que je suis très nostalgique. Euh, et donc on en était, ouais, donc ouais, donc c'est là en fait où j'ai commencé à faire les premiers deals avec les gens dans le club et tout, et c'était une super expérience. Moi, j'ai énormément appris là-bas. c'est quoi les différents rôles Bah, en fait, tu dans sais, le quand tu arrives business? dans un club de foot, tu as tout le côté sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment ça, on touchait pas. Il faut savoir très bien distinguer aussi entre le sport et le business. Et après, tu as tout le côté business qui était géré par justement ce boss qui m'avait recruté. Et donc moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé en junior, hein, j'étais pas du tout dans des postes de manager ou quoi. Mais j'ai énormément appris avec, tu as le directeur du sponsoring, le directeur de tout ce qui est, tu sais, la direction des revenus. Donc ça, c'est tous les mecs qui vont gérer la billetterie, le sponsoring, le merchandising, en fait, tout ce qui génère du revenu pour le club. Après, tu avais aussi plus toute la partie com et marketing, parce qu'un club, tu es tellement ancré avec tes supporters et tout qu'il faut avoir une vraie stratégie un peu de com. Et donc j'ai pu un peu participer à tout ça et c'était cool. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était une super expérience et j'ai bien aimé Toulouse. Et après 2 ans, j'ai senti que j'avais fait un peu le tour de ce que je devais faire. T'as une Et possibilité de plus un ouais, ou... j'avais une possibilité de continuer, mais j'ai décidé que je voulais faire autre chose parce que j'ai senti que dans ma carrière, j'avais envie d'aller plus, tu vois, côté investisseur justement, que D'accord, ce ok. soit à travers le milieu du sport ou de la tech, mais il me manquait quelque chose. Ok. Et au final, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Et à ce moment-là, donc, j'ai décidé de commencer à apply pour des masters. Parce que moi, je venais du coup du Canada où j'avais directement pris un job. Ok. Et j'ai réalisé qu'en France, il faut quand même c'est bien d'avoir un master pour commencer à pouvoir ensuite avoir des jobs dans des boîtes et tout. Et donc là, j'ai fait un master à l'ESCP. Ok, parce que McGill, ça suffisait pas, t'avais pas d'équivalence pour travailler sur le marché Bah, tu français? sais, McGill, tu finis avec un undergraduate program. Et donc, du Ouais, coup, c'est l'équivalent d'une licence, d'une quoi. licence, je pense, en Ok, France. d'accord, ok. Ouais, Ok. mais sauf qu'aux États-Unis, en fait, tu commences à bosser C'est directement et direct, tu bien vas sûr. directement dans des boîtes. En France, il y a encore un peu cette culture du master et tout, que je trouve pas forcément réaliste ou pas forcément normal, mais après, c'est pas à moi de juger. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un master. Et donc, j'ai rejoint le SCP. Et c'était plutôt Ça se cool. passe comment pour candidater? Juste, tu passes un Bah, concours, tu là, postules, c'est vraiment, un dossier? comme toi, tu as dû le faire pour Audencia ou quoi, donc c'est dossier. Il n'y avait pas de concours, mais il fallait faire le GMAT. Ok, ok. Donc ça, c'est un test qui était un peu costaud. Donc quand je bossais à Toulouse et que je devais travailler le Tu fais ça GMAT, en ça session de c'était soir. un peu compliqué. Ouais. J'essayais de me lever le matin à 6 heures du matin pour aller au bureau avant tout le monde et bosser au moins 2 heures avant que les gens arrivent. Et ensuite le soir, dès que je finissais vers 20 heures, je rebossais un peu le soir. Donc ça, c'était un peu compliqué, période un peu costaud. Mais au final, ça marchait, donc ça, c'était cool. Et t'as présenté que le SCP? J'ai Ou t'as présenté présenté, d'autres non, écoles? j'avais présenté le SCP, j'avais présenté HEC j'ai pas été pris. Ok, ok. Donc t'as fait HEC, même pas les secs? Non, j'ai pas fait les secs, j'ai fait HEC, ESCP, et j'avais commencé à envoyer mes dossiers à la Bocconi. Et en fait, après, j'ai fait EI aussi et tout, et j'ai décidé d'aller à l'ESCP. Donc voilà. Et ça, c'était cool. Donc c'était un programme en fait entre Paris et Berlin, plutôt axé strat et entrepreneuriat. Et donc j'avais un peu l'option aussi à un moment de faire du consulting. Tu disais qu'il y avait beaucoup de gens qui bossaient en strat. Donc j'ai regardé aussi beaucoup ce secteur-là. C'était le moment où j'étais pas encore sûr de trop de ce que je voulais faire. Et donc j'ai fait ce programme pendant 2 ans. C'était super et tout, très bonne expérience.
Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que je suis arrivé avec 2 ans d'expérience professionnelle. Exact. Et ça, je trouve que ça change pas mal. Dans le programme, tu avais des gens qui avaient fait vraiment leur licence et après qui étaient allés directement en master. Et tu avais une vraie différence de mentalité tu vois, de, même d'envie de valoriser le master. Parce que tu vois, moi, je le faisais vraiment parce que c'était pour que ça apporte vraiment quelque chose à ma carrière. Là où il y en a d'autres qui le faisaient juste parce que c'était une deuxième étape c'était comme eux, c'était comme d'aller du lycée à Exact, l'université. ouais. Euh, donc il y avait 2 mentalités différentes, mais au final c'était plutôt cool et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, c'est à ce moment-là où j'ai terminé et en même temps je travaillais dans une start-up en part-time. Ok, Euh, donc tu étais à l'ESCP ouais. et à côté, tu Et avais à un côté, side j'avais un job. job, ouais, j'avais un job Putain, énorme. pour m'aider un peu à payer, tu vois, l'appartement à Ouais, Berlin et tout. l'ESCP et Berlin, ouais. Et pour trouver ce job, du coup, j'ai bossé dans une startup qui s'appelait AI Acoustics. Et en fait, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils développaient des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider à la room resonance, tu vois, donc enlever tous les background noise que tu pouvais avoir quand tu veux, bah, quand on fait des enregistrements comme celui-ci, mais ça pouvait être une technologie qui était utilisée dans les écouteurs, pour les pompiers par exemple, dans les situations de feu et tout, et pour pouvoir faciliter les communications, pour les malentendants. Et la stratégie long terme de cette boîte, c'était de créer du super hearing et de faire que potentiellement, tu vois, là, si j'avais mon écouteur, je pouvais entendre ce que les gens dans la salle à côté ils disent parce qu'en fait tu t'isoles les sons et tu arrives à faire ça. Et donc c'était au tout début, j'ai rejoint la boîte, ils étaient en pre-seed. Donc je sais pas si tu connais un peu Alors, est-ce le... que tu peux expliquer précis, Ouais, série A, ouais. série B, ouais. En gros, du coup, une start-up, on va dire qu'elle a plusieurs périodes dans sa vie et qui va se traduire en fait dans la manière avec laquelle les fonds qu'elle va lever et comment elle va grandir au fur et à mesure. Et donc, en général, quand tu commences une boîte, tu es vraiment au tout début. On va dire que tu vas faire un tour d'angel. Donc, c'est un angel round où tu vas avoir peut-être de ta famille ou des amis ou des potes de ta famille qui vont donner un petit ticket. Voilà, ça s'appelle Friends and Family, qui vont te donner un petit ticket pour t'aider à commencer ton business. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas rentrer dans la période pre-seed où là, tu vas aller lever potentiellement d'autres fonds. Soit tu vas le faire avec un fonds d'investissement, soit aussi avec des business angels. Et donc ça, c'est la partie pre-seed. Souvent, à ce moment-là, tu n'as pas forcément encore généré de traction. Donc, t'as pas encore, des fois, tu n'as même pas le produit, mais tu es vraiment dans la période d'itération où tu commences à comprendre ton modèle et ton business. Et puis ensuite, du coup, tu as le seed, la série A, série B, C, et tout ça. Et en plus, ça grandit. Et puis, jusque le Graal, c'est l'IPO, donc l'Initial Public Offering, qui est l'entrée en bourse. Mais tu vois, en fait, pour te dire, donc pre-seed, tu n'as pas forcément encore de business concret et tout. Si tu commences à avoir un peu de traction, donc tu as réussi un peu à montrer que tu avais trouvé un product market fit. Donc le product market fit, c'est que voilà, tu as de la rétention dans tes utilisateurs, tu commences à avoir de l'attraction, tu commences à avoir un modèle qui fonctionne plutôt bien de monétisation. Et ensuite, tu vas dans la série A où là, tu as confirmé ça avec, tu vois, on dit souvent, série A, c'est un peu plus de 1 million d'ARR. Donc là, ça te montre que tu as commencé à générer vraiment plus de traction. Ouais. Et donc, c'est là comme ça que tu scales au fur et à mesure. Et donc, moi, j'étais arrivé dans cette boîte en pre-seed, donc au tout début, et un peu comme un rôle, c'était l'équivalent d'un rôle de Founders Associate. Donc un peu comme l'associé du founder, parce que c'était une équipe, ils étaient 3, mais complètement que des ingénieurs. Donc très tech, tech, tech. Et moi, je suis arrivé avec une vision un peu plus Vous avez besoin business. d'un vendeur de tapis dans Ouais, les... c'est ça, exactement. Et ça, c'était marrant parce que c'est compliqué, tu vois, de te retrouver dans une équipe qui est très tech, en plus, c'était en Allemagne, donc ils étaient allemands, donc on parlait anglais, mais ils avaient un accent un peu allemand. Ouais, ok, c'est énorme. Et tu sais, vraiment en train de coder toute la journée pour créer leur modèle d'IA, et où toi, tu dois apprendre bah, essayer de translate ou de traduire leur vision tech dans une vision business réalisable et aussi qui peut être vendue à des investisseurs, à des potentiels clients et tout. Et donc ça, c'était très cool de faire ça et je les ai aidés justement à faire toute la levée du seed. Donc on a réussi à lever un seed de 1,6, soit de 1,6 million Oui, c'est quand même pas mal, ouais. avec un fonds anglais qui s'appelle Connect Ventures. Et donc on a fait ça avec eux. Et c'était plutôt cool. Et c'est ça comme ça que j'ai un peu découvert vraiment le monde du VC, mais Univers de l'autre startup, côté, ouais. et qui m'a donné très envie de bosser dans le VC. Et ton rôle day-to-day, c'était quoi dans la boîte? Dans la startup, c'était vraiment, tu vois, commencer à créer les pitchs, déjà créer le pitch qu'on allait présenter aux investisseurs,
Mais après, il fallait définir en fait toute la stratégie go-to-market parce que pour ce type de produit-là, tu pouvais soit aller sur une stratégie plus B2B, donc B2B, business to business, où tu commences à vendre à des entreprises, ou une stratégie plus B2C, où là, en fait, tu crées en fait un site web où tu pouvais permettre à toi qui es un content creator, par exemple, de mettre ta vidéo sur le software et ça te enlève tous les bruits aux alentours et ça te permet en fait d'avoir une vidéo qui est nickel. Et donc tu avais deux business models différents, des approches différentes. Et donc ça, il fallait mettre ça en œuvre et comprendre un peu comment le business devait se positionner. Et donc c'est ça que je faisais un peu tous les jours. Donc il y avait beaucoup d'analyse de marché, de comprendre tu vois, quels sont les potentiels clients. Donc créer en fait un business plan avec un funnel, on dit un pipe de potentiels clients. Donc ça allait de Sonos par exemple, qui sont les enceintes, à Apple ou à tu vois, des entreprises très très niches qui font des trucs pour les malentendants, tu vois, des outils pour les malentendants. Donc tu avais plein de business différents qui pouvaient être targetés. En plus, tu peux tellement mettre en application ce que tu étudies à côté. Exactement, c'est ça qui était cool, c'est que je me suis retrouvé pile au moment où il y avait pas mal de synergie entre ce que moi j'étais en train d'étudier dans le master et le job que Que tu j'avais peux appliquer direct, c'est ça. sur le côté avec le taf. Et ça, c'était plutôt cool. Ouais. Donc ça m'a permis vraiment de progresser tu sais, un peu de manière exponentielle parce Ouais, que bien sûr, ouais. tout ce que j'apprenais en cours, je pouvais l'appliquer directement dans un business concret. Donc ça, c'était assez cool. Et c'est même ça qui m'a permis ensuite tu vois, de présenter. Je l'ai utilisé dans un groupe project, un projet de groupe pour l'école. Donc ça, c'était pas mal aussi. Et c'est ça qui m'a inspiré aussi même pour ma thèse et tout, de faire un sujet un peu sur l'intelligence artificielle et tout ça. Donc ça m'a pas mal aidé au final. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'intégration en école, tu as deux moyens d'intégrer globalement les écoles de commerce en France. Tu as soit ce que tu as fait, qu'on appelle les concours AST, les admis sur titre, où Ouais, tu passes le GMAT ou le TAJMAJ avec une note de TOEIC. Ou alors tu as le concours prépa, qui est beaucoup plus axé théorie, hmm, étant donné que tu fais 2 3 ans où tu étudies à fond des maths, de la géopo ou de l'économie et les langues. Et ensuite, tu passes un concours. Sur 2 3 semaines, tu passes différentes écoles. Et tu es admis dans un certain nombre d'écoles. Tu passes tes écrits, tu passes tes oraux. Et ensuite, tu as ton admission finale. Et ce qui est dommage, c'est que quand tu fais prépa, pendant ces 2 3 ans, tu es tout le temps axé théorie, théorie, études, études. Tu n'as jamais de côté pratique. Alors que tous les mecs qui intègrent en AST, et je le vois en école, euh, c'est des mecs qui ont déjà fait des stages, qui étaient à l'UNIV, ou alors qui étaient en DUT, ou alors qui viennent de l'étranger comme toi, et qui ont déjà au moins une ou deux expériences dans leur vie, tu vois. ouais. Et il y a une vraie différence en vrai. Ouais, Il y a je suis une d'accord vraie avec toi. différence. En fait, tu as une expérience sur le terrain qui est un peu différente. Et encore, on reste, tu vois, super junior parce que même quand tu es sur le terrain, souvent, tu fais soit des stages ou alors tu commences un job et tout. Mais en fait, le fait de pouvoir appliquer vraiment ce que tu as un peu appris à l'école sur le terrain, même si ça reste à un niveau un peu junior, ça a un vrai impact. Complètement, complètement. Et je suis d'accord que même moi, dans le master, je l'ai ressenti aussi. Et après, tu le ressens dans les groupes projects, par exemple, quand tu fais des projets de groupe et que tu choisis pas tes groupes et que tu as des gens qui n'ont pas Ouais, bien sûr. forcément de vision un peu plus hors académique et tout, Complètement. c'est un peu, ça peut être un peu compliqué, mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que tu apprends à jauger les personnes et tout, et pour moi, genre 80% de la raison pour laquelle ils nous font faire des gros projects, c'est pour apprendre à travailler en équipe, et tu vois, avoir justement, et tu vois très vite les caractères qui se dessinent. Est-ce que tu es quelqu'un qui va plutôt fédérer les gens et tu vois, embrace le fait d'avoir des idées différentes et commencer à travailler, même si tu as des gens qui vont être complètement à l'opposé de ce que toi Ouais, tu bien sûr. penses. Donc, et moi, j'aime bien penser que je suis un peu de ce côté-là. Et après, tu as les gens qui sont un peu plus agressifs, qui Ouais, sont un peu exact, plus. ouais. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de commencer à bosser ensemble et de savoir un peu comment ça fonctionne. C'est vrai que dans le groupe de potes, quand tu regardes, t'as vraiment différents profils, même dans les projets de groupe. T'as souvent le mec qui est euh, stubborn, quoi, le mec Ouais, qui ouais, est sur son idée. Non, les gars, ça ouais. va marcher. Tu vois, et t'as le mec qui branle un peu rien. Ouais, ouais, c'est T'as, ça. t'as le mec qui est un peu, tu sais, qui fait semblant d'être investi, Ouais. alors qu'en vrai, pas trop, tu vois. T'as le gros techos qui est là, mec, qui dit non, mais voilà les pistes qu'on peut faire, machin. Et Exactement. t'as le mec un peu touche à tout, tu vois, qui dit, bon, bah, les gars, On qui met un peu s'adapte, on d'accord fait. tout le monde, tu vois. Ouais, Je pense que c'est un peu le ouais. profil que t'avais, ouais, ok. Bah, c'est ce que je pense en tout cas. Je sais pas si les autres diraient la même chose, mais c'est ce que j'aime bien croire en tout cas. Ouais, bah, bien sûr. Et en vrai, ouais, c'est comme ça que tu apprends aussi. Et tu vois, après, tu l'utilises aussi dans le business day to day. Et, tu vois, apprendre à travailler avec les gens et tout. Et je pense que c'est un des gros trucs qu'ils essayent de faire dans les écoles de commerce quand ils nous font faire ça.
Ok. Est-ce que là, tu as une idée précise de ce que tu veux faire post-école? Tu veux continuer dans la startup quand tu commences à lever des fonds ou tu Tu veux veux aller dire là ailleurs? quand j'étais là-bas à ce Quand tu étais moment-là? là-bas, Ouais. ouais, à ce moment-là. Là, j'ai une idée précise parce que du coup, quand je bossais dans la startup, j'ai beaucoup aimé mon expérience dans la startup, mais je sentais que tu vois, c'était un sujet très très niche que je connaissais pas forcément. Ok. Euh, Tu vois, c'était des modèles d'IA pour l'audio et tout. J'ai jamais fait de la spécialisation là-dedans. Je connaissais pas forcément le modèle, le business et tout, et je me voyais pas faire une carrière long terme Ouais. là-dedans, tu Ça vois. fait un peu peur en vrai d'être que avec des techos, j'imagine, non? Ouais, ça c'est vrai, mais T'as l'impression c'est d'être tout le temps aux fraises alors que euh, t'as un mais bac plus 7. c'est vrai, il y avait un peu un côté un peu, on n'était pas du tout pareil et tout, mais puis après aussi, tu sais, culture un peu allemande et tout, donc c'est différent. Mais je me suis bien plu avec eux, je m'entendais super bien avec eux et tout. Mais c'est juste que c'était un moment où je sentais, ok, maintenant il faut que je passe à l'étape supérieure et que j'aille faire plutôt ce que je voulais faire depuis quelques temps déjà, qui était travailler côté fonds d'investissement. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à travailler comme un malade pour préparer des interviews et des entretiens, parce que comme on en parlait tout à l'heure, le milieu du VC, ça devient de plus en plus connu et il y a de plus en plus de gens qui veulent rentrer. Et du coup, c'est un milieu qui est assez compétitif pour rentrer en tant qu'analyste. Tu vois, au début, tu rentres en tant que stage et après, si tu as de la chance, bah, tu tombes au bon moment où ils ont besoin de recruter quelqu'un. Et si tu as un peu montré que tu savais t'adapter et faire un peu le métier, ils te gardent. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, vraiment, j'avais tout étudié, j'avais parlé à beaucoup de gens pour comprendre comment tu devais préparer pour les entretiens de VC et tout, parce que c'est pas des entretiens qui sont très très durs en soi, mais c'est des entretiens où il faut que tu montres quand même que tu connais l'écosystème, que tu connais les codes de comment ça fonctionne, parce que c'est un milieu qui est très très fermé. Et quand tu rentres dedans, tu comprends vraiment comment ça fonctionne et là maintenant tu te sens à l'aise et tout. Mais au début, quand tu n'es pas dedans, c'est très très compliqué de savoir exactement comment, voilà, quels sont les secteurs, quels sont les types de fonds, quels sont tu vois, les grandes trends de tech qui sont en train de se créer, quels sont les rôles ou comment ça fonctionne un fonds d'investissement, comment ça fonctionne une startup, tu vois. Et donc tout ça, faut un peu accumuler toute l'information. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai appris énormément sur le tas aussi. Et tu prépares tes entretiens. Et ensuite, j'ai eu la chance. Et donc là, j'ai répliqué à plein de jobs différents. T'as même des groupes, tu vois. C'est des jobs, les jobs en VC, tu sais jamais où ils sont. Tu les vois pas sur LinkedIn. Ouais. Il y a une théorie, de toute façon, tout le monde dit maintenant que 80, enfin, tu dois avoir à peine que 10% du job market qui est sur LinkedIn. Tout le reste, c'est des jobs qui sont Ouais, même faut pas fouiller, ouais. montrés ou quoi, qui sont du réseau ou cachés dans des Complet, groupes ou des complet, trucs bien comme sûr. ça. Et donc ça, j'ai découvert ça aussi à ce moment-là, tu vois. Donc j'ai regardé, il y a en fait, des groupes. Des groupes sur Reddit, Ouais, sur bah, Discord. vous le dis, c'est Juniors in VC ou un truc comme ça. Ouais. Vous regarderez, c'est un groupe Facebook où tous les fonds d'investissement vont poster les jobs qu'ils vont avoir ou les offres de stage et tout. Et ça permet en fait de rentrer dans l'écosystème. Et là, ensuite, tu envoies tes dossiers. Et après, tu as plusieurs tours d'entretien. Et souvent, tu as des cases un peu où ils te demandent d'analyser une boîte ou d'analyser un marché ou d'analyser tu vois, des choses comme ça. Et donc là, j'avais envoyé à plusieurs fonds. Et donc de manière un peu plus concrète, t'as deux entretiens, t'as genre un fit et un technique ou... Plus que 2 entretiens. Pour Origins, j'en ai eu euh, 4, 5. Ok, c'est énorme. Ouais, t'en as pas mal en fait. Bah, t'as un premier où déjà tu dois envoyer un dossier Ok. t'avais déjà quelques questions. Moi, par exemple, Origins, il m'avait demandé d'analyser une boîte. Il m'avait dit, oui, dites-nous une boîte dans laquelle vous auriez envie d'investir ou suggérez-moi une boîte dans laquelle on devrait investir. Donc là, tu dois envoyer un mémo un peu avec une boîte, mais souvent, faut connaître l'écosystème parce Ouais, que bien sûr, bah oui. tu peux pas dire investi dans Biril, tu vois, parce que c'est des boîtes qui sont déjà Ça très, existe déjà, très, bah que oui, tout bien le monde sûr. connaît. Donc il faut aller dans des réseaux ou sur des sites, tu vois. Moi, je regardais sur Dealroom, sur Crunchbase, sur PitchBook, euh, qui sont plein de sites en fait de la tech où tu as toutes nouvelles boîtes qui sont en train de se créer. Et donc c'était un peu comme ça que je faisais. J'ai découvert plein de boîtes que j'ai cherché un peu, j'ai scrappé, tu cherches un peu des boîtes et tout. Donc là, pour celui-là, j'avais trouvé une boîte qui s'appelait Fave. Je sais même pas encore où elle en est maintenant, cette boîte, qui était ils essayaient de créer en fait un espèce de réseau social pour les super fans, donc les gens qui étaient vraiment addicts, tu vois, de Taylor Swift, et dans le sport aussi, tu vois, de Rafael Nadal et tout. Et en fait, ça permettait aux stars de monétiser
tous leurs fans et d'avoir un vrai contact avec leurs fans. Et c'était une boîte qui était intéressante et que je trouvais qui fonctionnait plutôt bien pour Origins, parce qu'Origins avait une approche assez B2C, consumer, social. Et donc c'est comme ça, j'ai envoyé cette boîte avec un petit mémo et tout en disant pourquoi je voulais investir. Et du coup, bah, ça c'était Lara à l'époque qui était chez Origins qui m'a fait faire, qui a bien aimé, qui m'a fait faire le premier entretien. Donc là, c'est un premier entretien fit. Ensuite, tu as un deuxième entretien fit avec Salomon Un cofondateur. qui était cofondateur d'Origins et General Partner. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu les rôles d'un fonds d'investissement et on va peut-être pas aller trop en détail, mais un fonds, ça marche en tant que limited partnership. Ok. Donc, en gros, tu as des investisseurs qui s'appellent les LPs, qui sont les limited partners, qui vont te donner des fonds, donc de l'argent. Donc ça peut être un business angel, ça peut être un entrepreneur, ça peut être même un fonds d'investissement aussi. Ça peut être tu vois, ou des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils te donnent l'argent et toi, ensuite, du coup, tu es un general partner. Donc, Salomon, c'est un general partner parce que c'est lui qui est responsable de gérer ces fonds-là qui ont été donnés par ces LPs et de le déployer dans des investissements, dans des startups. Et donc, quand tu crées un fonds d'investissement, tu deviens un general partner. Tu mets aussi un peu de ton argent à toi personnel dans le fonds pour montrer aussi que tu as une incentive et une envie de faire des bons investissements. Et ensuite, tu manages, donc tu gères ce fonds avec tout l'argent que ces investisseurs t'ont donné. Et donc, on les appelle les LPs, ça c'est les investisseurs, et les GPs, c'est les managers du fonds. Et Ok, mais donc, c'est quoi un peu le background des mecs qui sont GP, etc. Parce que déjà, toi, t'es un mec, t'es analyste et t'as fait tellement de choses already que tu te dis, les GP, ils ont déjà normalement du vécu, ils ont de la bouteille. ils sont assez chauds, ils connaissent très très bien le métier. Euh, Tu vois, Salomon, il travaillait chez Goldman Sachs pendant longtemps avant aux États-Unis. Ensuite, après, il a travaillé chez Meta. Ensuite, il a été recruté pour ouvrir le bureau de Early Bird en France. Early Bird, c'est un fonds d'investissement allemand qui est très connu, assez connu en Europe, qui a été connu pour d'ailleurs être un des fonds qui a eu le plus de succès en fait dans son histoire, avec les meilleurs retours sur investissement. Et donc, il a été responsable d'ouvrir ce bureau-là en France. Et ensuite, en même temps que ça, du coup, il a eu l'opportunité de créer Origins, mais je peux en parler un peu après de comment Origins a été créé, expliquer un peu de comment ça fonctionne. Mais c'est un peu comme ça que ça a été créé. Et Ilan, pareil, qui est l'autre GP, lui, entrepreneur depuis des années, il a créé 3 boîtes qu'il a exité. Il a été business angel avant, donc il a fait plein d'investissements, lui, de son côté, dans, je sais pas, une centaine de boîtes peut-être. Et donc, ils connaissent très bien ce marché-là et ils ont réussi à lever des fonds comme ça. Donc c'est comme ça. Et donc du coup, les gens te donnent de l'argent et après c'est à toi de le. Ouais, voilà. Et donc pour revenir sur les entretiens, donc j'ai eu encore un entretien avec Salomon. Ensuite, j'ai dû présenter un case avec une analyse de 3 boîtes dans lesquelles je voulais investir. Euh, Tu devais pitcher pour les 3 boîtes. je devais pitcher un peu pour les 3 boîtes et dire pourquoi je voulais investir. Donc tu vois, en réfléchissant un peu à tous les niveaux, ok, l'équipe elle est solide, le marché est intéressant, le produit est intéressant, l'exit stratégie, donc comment est-ce qu'on veut sortir et tout, est-ce que c'est intéressant, quels sont les risques, les opportunités dans cet investissement. Et donc j'avais fait ça et ça avait bien fonctionné. Et ensuite j'ai eu encore un entretien avec Ilan cette fois qui était basé aux États-Unis. Et le dernier entretien, c'était avec Blaise et Johan, qui est l'associé de Blaise aussi, qui est un ancien joueur de foot, et tout le reste de l'équipe. Et là, ils ont un peu voulu comprendre un peu qui j'étais et tout pour voir, parce que surtout dans ce type de fonds qui est un peu différent, tu rentres avec des gens en plus, bah, Blaise et Johan, qui sont des gens connus et qui ont une certaine visibilité. Et donc il y avait une vraie relation de confiance aussi qu'il fallait avoir avec eux. Et je pense que c'est là où moi j'ai eu un peu de chance, c'est parce que mon expérience au Toulouse Football Club à l'époque, dans le milieu du sport aussi, a plutôt assez bien marché avec eux et ça a résonné un peu avec eux et ce qu'ils avaient vécu. Et du coup, ça m'a permis aussi ça a aidé pour que je rentre chez Origins, je pense. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais concrètement tous les jours, 24 heures dans la vie de d'Hugo? Euh, alors, bah, la manière avec laquelle j'aime bien l'expliquer, et c'est Salomon qui m'a un peu parlé de ça pour la première fois, j'ai appris beaucoup avec eux, c'est le job de VC, en gros, tu peux le diviser en 4 catégories. Tu as tout ce qui est sourcing, je vais te les dire d'abord et après j'explique chacun. Sourcing, picking, winning et servicing. Et en plus, tu peux même en rajouter deux je pense, je dirais, qui sont reporting et fundraising. Donc, sourcing, c'est
trouver des boîtes. Et ça, c'est une grande partie du job. Et donc, ça, tu fais ça à travers des rendez-vous avec d'autres investisseurs, d'autres fonds. Donc, moi, une grosse partie de mon job aussi, c'est de contacter des juniors qui sont au même niveau que moi dans d'autres fonds d'investissement, créer des bonnes relations avec eux et on échange du deal flow. Ça s'appelle du deal flow. Et donc, c'est tu échanges des deals que tu as trouvés, des infos que tu as eues d'entrepreneurs, des choses comme ça. Et donc, tu partages beaucoup d'informations. Et ça, c'est une grosse partie du job que je ne connaissais pas avant. C'était énormément d'humains et de networking. Euh, donc ça, c'était tout le côté sourcing. Et Et t'appelles combien de fois j'ai, tu vois, en moyenne, tu dois avoir 5 à 6 calls par jour. Ok. Je dirais, tu en as un ou deux de VC, donc d'autres investisseurs, et tu en as allez, ouais, peut-être 5 et 6 d'entrepreneurs. Donc c'est beaucoup de calls toute la journée. Et donc là, dans la partie sourcing, tu as la partie réseautage avec tous les VC, mais tu as aussi toute la partie, toi, d'aller chercher des boîtes. Donc, par exemple, il y a un truc que je fais une fois par mois, c'est que je vais prendre LinkedIn Sales Navigator. C'est l'outil de vente que plein de commerciaux utilisent tous les jours. Et en fait, tu vas voir sur LinkedIn tous les gens, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont quitté Google d'ici il y a 2 mois, qui ont décidé de créer un nouveau projet, qui sont partis. Il y a un mode qui s'appelle le stealth mode que plein d'entrepreneurs mettent, qui ça veut dire le mode fantôme, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer quelque chose de nouveau. Et donc tous ces mecs-là, tu vas les contacter sur LinkedIn pour leur dire, OK, je suis investisseur dans ce fonds-là, je vois que tu es en train de créer quelque chose de nouveau, est-ce qu'on peut discuter, tu vois? Ça me colle. Ouais. Et donc ça, c'est toute la partie sourcing. Ensuite, dans la partie qui s'appelle, donc j'ai dit sourcing, picking. Donc la partie picking, là, c'est toute l'analyse. Une fois que tu as fait ce sourcing et que tu as eu ces contacts d'entrepreneurs, tu les vois, tu fais un premier call, ils t'envoient leur pitch, ils te font le pitch. Ils t'envoient ensuite, si tu as trouvé que le sujet était intéressant, ils t'envoient une data room. Et donc c'est là où le côté plus d'analyse que tu peux comprendre plus, tu sais, le côté un peu finance où tu dois comprendre le marché, tu dois analyser les projections financières de la boîte, tu dois analyser l'équipe d'entrepreneurs et tout ça. Donc ça, c'est tout le côté plus, on va dire, assis et quantitatif un Ouais, peu grain de du papier, job, ouais. ouais. Que j'aime beaucoup aussi moi parce que c'est côté un peu, tu vois, tu es constamment en train d'analyser et tout, tu as pas mal de recherches à faire et ça c'est plutôt cool. Euh, et donc après, une fois que tu fais ça, bah, tu as le dernier call avec les GP, les General Partners, comme je te disais tout à l'heure. Donc là, on fait un call toute l'équipe avec l'entrepreneur. Et donc là, on lui dit, OK, si ça se passe bien, on lui dit, OK, on a envie d'investir dans ta boîte. Et un truc que plein de gens ne savent pas, c'est que aujourd'hui, maintenant, plein d'investisseurs en fait se battent pour investir dans les boîtes. Et donc, il faut être capable de te créer une marque d'investisseur. Et c'est là où Origins a été très fort, et c'est là où Salomon, Ilan et Blaise et Johan ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi à créer une marque unique chez Origins. Parce qu'il faut que tu arrives à montrer à l'entrepreneur que tu vas lui apporter quelque chose. Euh, et donc Origins, bah, la valeur ajoutée d'Origins, je te l'expliquerai peut-être après, mais ça permet en fait, donc ça c'est la partie picking et winning. Comment est-ce que tu gagnes l'investissement? Et donc ça, c'est à travers de la communication et tout ça. Et le dernier point de ces 4 jobs, c'est la partie servicing. Et ça, c'est une des parties les plus importantes. C'était dans une des questions que tu m'avais envoyées aussi, qui est plus l'aspect comment est-ce que le fonds va aider les boîtes dans lesquelles il a investi. Et donc ça, c'est vraiment une partie que plein de fonds d'investissement oublient souvent. C'est comment on va l'aider ou comment on va le suivre L'aider et sur le le suivre. développement. Enfin, Ok, toute ok, cette ok, partie-là. intéressant. Et donc ça, c'est une relation de 10 ans hein, sur un fonds d'investissement. C'est un véhicule d'investissement qui va durer une dizaine d'années où tu vas investir pendant les 2, 3 premières années. Et ensuite, le reste, c'est donc les 7 années qui suivent, c'est du portfolio management, ça s'appelle. Donc tu aides tes entrepreneurs à potentiellement aller lever des nouveaux fonds, tu les aides s'ils ont besoin de recruter des talents, tu les aides s'ils ont besoin de conseils sur une décision tu vois, stratégique. Euh, et nous, ce qu'on fait en plus chez Origins, ce qui est un peu cool, c'est que, comme je t'expliquerai un peu tout à l'heure, mais la plupart de nos investisseurs, donc les LPs, comme je te disais, sont des athlètes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, nous, la visibilité de ces athlètes-là pour créer des campagnes marketing pour les boîtes dans lesquelles on investit, pour leur donner l'opportunité, tu vois, de faire une campagne avec Antoine Dupont, avec Teddy Riner, avec Blaise Matuidi et tout ça. Et donc ça nous permet d'avoir une vraie valeur ajoutée et de pouvoir aider ces entrepreneurs vachement plus. Voilà.
Et après, comme je te disais, tu as reporting. Et donc, reporting, c'est que tu dois aussi faire un rapport aux investisseurs. Tu dois leur dire, OK, là, on a investi dans ces boîtes-là. Celles-là, elles se portent bien. Celles-ci, elles sont un peu en difficulté. Tu vois, alors, un truc un peu plus financier. Et la dernière partie, c'est le fundraising. Là, une fois que tu as dépensé tout l'argent qu'ils t'ont donné, bah, tu dois aller rechercher de l'argent. Et donc là, c'est presque le rôle de l'entrepreneur, comme si tu voulais Bah oui, monter une c'est ça, ce que boîte. je me Et disais, ça ouais, s'inverse. c'est l'arroseur Ouais, arrosé, entre guillemets, quoi, exactement, quand c'est tu... exactement ça. Ouais. Et donc là, c'est la dernière partie du job. Ok, et généralement, quand tu closes un deal avec une boîte, il y a vraiment toutes les 6 étapes qui sont entre guillemets respectées, ou généralement ça stoppe à un point? C'est une bonne question. Parce qu'une fois que tu as J'essaye de dépensé tous garder les une fonds. structure quand même. Parce qu'il faut que. C'est pas simple, mais tu vois, quand tu as une conviction sur une opportunité ou un deal, souvent tu vas essayer de trouver toutes les bonnes raisons de le faire et tu vas oublier toutes les mauvaises raisons de ne pas le faire, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faut garder une structure, et j'ai écrit justement ma thèse d'université un peu là-dessus, qui était sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout le decision making process, donc toute la prise de décision qui peut prendre en fonction des fonds, ça dépend, ça peut prendre je sais pas, une semaine comme ça peut prendre 3 mois, tu vois. Et donc il faut garder une structure parce que sinon tu peux vite oublier des choses et louper quelque chose. Et comme on te donne de l'argent quand même à investir, tu as un minimum de responsabilité pour prendre des décisions qui sont raisonnées dans les investissements. Et moi en tant que junior, j'ai pas forcément encore toute l'expertise et tout pour faire ces bonnes décisions. Et donc c'est là où le support de Salomon et Ilan, qui eux ont fait tellement d'investissements, est hyper intéressant pour moi parce que j'apprends énormément. Donc ça c'est plutôt cool. Mais j'ai fait mon premier deal là il y a pas longtemps, donc Ça, c'est cool. félicitations. Ouais. Ok, mais donc pour revenir plus aux 24 heures de chez Hugo, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu commences à quelle heure et tu finis à quelle Ah ouais, heure? vraiment dans le détail. Ouais, plus ou moins en taille pour se projeter, Ouais. pour ceux qui aimeraient faire du VC. Ouais, bah en vrai, j'ai de la chance d'être dans un fonds qui est assez flexible et tout, donc, mais au bureau à 9h, j'essaie d'être au bureau à 9h, mais le matin, tu vois, comme tu dois être dans la tech, tu dois toujours un peu savoir ce qui se passe. Donc moi, j'aime bien écouter un podcast le matin, soit tu vois, j'aime bien le FT News Briefing, tu as aussi A16Z qui sort un podcast un peu sur la tech et tout. Il y a aussi un podcast AI Today qui donne un peu tous les nouveaux trucs qui sont passés dans l'intelligence artificielle dans les 24 heures. Donc ça j'aime bien parce que ça me permet aussi de savoir les derniers trucs qui se sont passés. Euh, et le matin, bah, j'arrive, souvent tu as pas mal de mails, soit d'entrepreneurs qui t'envoient des decks, soit de VC qui veulent te voir, soit tu vois, potentiellement d'événements aussi, parce que nous, la particularité qu'on a chez Origin, c'est que comme on a énormément de visibilité avec Blaze, bah, il y a beaucoup de gens qui nous contactent aussi pour des conférences, des invitations à des événements, des trucs comme ça. Et donc ça aussi, moi, des fois, je dois aider aussi à gérer ça. Euh, et donc ça, c'est le matin. Ensuite, souvent, j'ai plusieurs calls dans la journée qui vont être, comme je te disais, soit un call VC, soit un call plus entrepreneur. Et les calls entrepreneurs, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est que c'est des calls de 30 minutes. Je fais peut-être 5 minutes juste pour me présenter et présenter le fond. Et après, le reste, c'est lui qui me parle de sa boîte, qui me montre son pitch et qui va répondre un peu aux questions que je vais avoir sur le moment en fonction de ce qu'il m'a présenté et tout ça. Euh, et ça, c'est un truc qui est très dur et en même temps très cool, c'est que tu rencontres tous les jours des gens qui sont 10 000 fois plus intelligents que toi, qui sont 10 000 fois plus experts que toi dans un sujet très très précis. Et tu dois quand même avoir une capacité de compréhension, de flair aussi pour comprendre un peu est-ce qu'il y a un vrai potentiel ou pas. Poser les bonnes questions au bon moment parce que tu vois, si tu vas voir un expert de la crypto et que tu lui demandes C'est quoi le Bitcoin? ouais, 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 bien sûr. ça va Bah oui, pas, t'es tu pas vois. crédible, ouais, bien sûr. Donc il faut un minimum en fait comprendre aussi et savoir s'adapter assez facilement. Et ça, c'est un gros truc du métier du VC. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'investisseurs de VC qui des fois font l'aller-retour et ils vont côté entrepreneur pour se rendre spécifiques ou très experts dans un sujet. Et qu'ensuite ils reviennent côté VC et là du coup ils comprennent très très bien le sujet et ils peuvent être encore meilleurs dans leur décision d'investissement. Et du coup en tant que junior c'est pas toujours très simple de le faire mais c'est cool et donc ça, moi, c'est ma partie préférée du job, c'est que tous les jours, tu rencontres des gens qui sont ultra smart, qui connaissent tellement bien leur sujet, et tu dois essayer de le comprendre avec eux et voir un peu toi avec ta vision un peu plus macro, parce que c'est ça l'avantage que tu as en tant que VC, c'est que toi, tu vois un peu tout. Euh,
Donc un mec qui va être très spécifique dans son sujet et tout, toi peut-être qu'en fait tu as déjà vu 30 boîtes comme ça ou qui sont un peu dans le même secteur. Et donc ça te permet en fait de toi aussi te créer un peu une thèse et de savoir un peu où est-ce que tu peux t'orienter, où est-ce que c'est le plus smart de s'orienter. Donc voilà, et dans les 24 heures, voilà, je te disais ça, tu as plusieurs calls. Souvent, j'ai un brief aussi avec Salomon régulièrement parce que je travaille tous les jours avec Salomon. On n'est que deux au bureau à Paris. Il y a Ilan qui est basé aux États-Unis. Il y a Blaise qui est plutôt basé aussi aux États-Unis. Et du coup, on n'est vraiment que deux dans les bureaux. Euh, mais c'est plutôt cool. Et souvent, on fait un peu aussi un brief ensemble. On réfléchit un peu à des stratégies ou des thèses d'investissement ou des choses comme ça. Ok, et c'est quoi, donc, grosso modo, le volume horaire, c'est quoi quand t'es VC? Je dirais que nous, comme en fait, comme c'est un petit fonds, on marche presque plus comme une start-up. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai énormément appris. C'est parce que j'ai la chance de faire l'investissement, le sourcing, le picking, comme je te disais, même la communication pour le fonds. Donc, c'est moi qui poste sur LinkedIn et tout pour le fonds, Ok, qui écrit des articles, parce qu'on écrit des articles aussi sur des thèses d'investissement qu'on peut avoir. Donc, c'est moi qui fais tout ça aussi avec Salomon. Et donc, les journées sont bien remplies. Je sais pas, je te dirais en moyenne 21 heures, tu vois, c'est à peu près la moyenne, mais on est tout le temps connecté avec Salomon. Même hier, on s'est texté à minuit 40 et il me répond en 2 secondes. Donc, on est toujours un peu connecté et on parle régulièrement. Ouais. ok, et plus pour ceux qui veulent travailler dans le VC, c'est quoi les aspirations salariales? Si tu peux donner une fourchette quand tu débutes et quand tu grossis. Ouais. Alors, tu vois, en tant qu'analyste, moi c'est un peu particulier parce que je suis rentré presque plus en freelance et tout, donc j'ai pas un contrat traditionnel, mais je dirais que tu vois, un analyste en stage, le salaire stage pur, c'est entre 1005 et 1008. Donc tu vas commencer, et souvent c'est difficile de rentrer en VC si tu fais pas un stage. Faut Ouais, commencer par un VC avant, stage. ouais. Donc ouais, je te dirais 1500 par mois, c'est le salaire moyen de stagiaire. Et après, sur un stage de 6 mois, hein. Bien sûr. Et après, si tu as la chance de pouvoir convertir ce stage en job, je pense que ça varie entre, tu vois, entre 50 et 60. Ok, ok. Ok, et quand tu évolues, c'est quoi les différents Ouais, pas métiers, mais genre, tu sais, en banque, tu as analyste, bah, c'est un peu pareil. Tu as genre un peu. analyste, ensuite tu as associate, ensuite tu vas avoir principal et ensuite tu vas avoir partner. Et donc en fonction, tu progresses au fur et à mesure. Mais tu vois, c'est rare d'avoir des gens. T'as pas beaucoup de gens qui ont fait 20 ans dans le VC, tu vois. Souvent, des jeunes, la plupart des jeunes un peu comme nous et tout, qui font un peu de VC, ils vont faire 2 3 ans de VC. Ensuite, ils vont aller soit monter une boîte, soit bosser un peu dans un autre sujet. Ensuite, ils vont revenir en VC avec une expertise qui se sont créées. Donc ça dépend un peu, mais le classique, ouais, c'est analyst, associate, principal et partner. Ouais, c'est plus un job de conviction, j'ai l'impression, parce que tu finis toujours par y revenir. Exactement. Bah, en plus, une fois que tu y as touché, quand même, c'est quand même un job qui est fun, hein, parce que imagine, on te donne de l'argent à investir dans plein de technologies et de solutions un peu tech et cool, donc c'est un job qui est hyper cool. Mais c'est un job aussi qui est risqué, qui n'est pas garanti, où tu as des risques dans les investissements que tu fais, donc c'est un peu stressant aussi. Je sais plus, j'avais vu un post sur LinkedIn qui disait que quand tu es VC, tu as les trois quarts d'entreprises dans lesquelles tu investis. Enfin, tu le sais pas, mais il y a trois quarts des entreprises dans lesquelles tu investis qui vont pas fluctuer, entre guillemets. Ouais. Tu as genre même pas 5% qui vont maxer et, contribuer et venir compenser la perte de Ouais. 75%, puis tu en as 20% qui sont rentables, quoi. Bah, c'est un peu ça. Le modèle de venture capital, c'est vraiment que tu vas faire plein d'investissements et essayer de diversifier un peu ton portfolio pour dérisquer au maximum ton portfolio et espérer que tu vas avoir des boîtes qui vont grossir. Donc en fait, tu fais plein d'investissements et tu prends pas mal d'ownership assez tôt dans les boîtes pour ensuite avoir la chance de potentiellement avoir investi dans le prochain, ChatGPT, le enfin prochain OpenAI, Facebook, le prochain Facebook. ChatGPT, le prochain, ça c'est le gold, tu vois. Mais des Ouais. boîtes un peu comme, je sais pas, comme Figma, comme Roblox, tu vois, ce genre de boîtes-là qui sont intéressantes, qui ont des gros sujets de network effect. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi pour nous et c'est ce qu'on aime bien aussi regarder dans les boîtes. Euh, et donc, du coup, c'est là où tu vas chercher en fait la boîte qui va exploser et qui peut être la prochaine licorne française ou la prochaine licorne européenne ou quoi. Est-ce que tu as différents types de fonds en fonction de l'argent qu'ils ont à investir? Tu as plein de différenciations entre les fonds.
tu as tout un écosystème en fait dans le VC que je connaissais pas du tout avant d'y rentrer, mais déjà tu vas avoir des fonds qui vont pas investir au même stade. Euh, donc tu vas avoir des fonds qui vont investir des early stage funds. Ça, c'est des fonds qui investissent en pre-seed, seed, série A. Donc nous, Origins, on est un early stage fund. Après, tu vas avoir des growth funds. Les growth, c'est les fonds qui vont investir plutôt sur des late stage. Donc, tu vois, série B, C, tu vois, donc là, tu as quand même plus d'informations sur la boîte. Ça fait maintenant presque 4-5 ans que la boîte elle est en activité, qu'elle va avoir des revenus, qu'elle va avoir de la visibilité, qu'elle va avoir et donc, c'est des décisions différentes que tu dois prendre. Et ça fait un peu partie du cycle de croissance de ces boîtes-là, en fait. Donc, nous, on est early stage. Après, tu as aussi un autre type de fonds. Tu as des fonds qui vont être focalisés en fonction de différents secteurs. Donc, tu as des fonds qui vont être purement climate, par exemple. Tu as des fonds qui vont être purement B2B SaaS. Tu as des fonds qui vont être purement consumer, par exemple. Donc, ça, c'est différent aussi. Et après, tu as aussi un troisième facteur, c'est tu as des fonds qui vont être leaders, qu'on appelle des fonds lead, et des fonds qui vont être plutôt des fonds followers. Origins, on est plutôt un fonds follower. Et pour t'expliquer un peu, c'est que quand un entrepreneur il va lever un tour d'investissement, tu vas lever par exemple, on va dire 1 million. Le fonds lead, donc ça c'est très tôt, 1 million en pre-seed. Le fonds lead, il va mettre 500 000 euros par exemple, ou même peut-être un peu plus. Et ensuite, tu vas avoir des fonds followers comme Origins qui vont mettre 300, 250, tu vois. Et tu vas avoir un autre fonds follower qui va mettre 100 ou 150. Et ensuite, tu vas avoir des business angels. Ça donne un peu une idée. Et souvent, le fonds lead, il a la responsabilité de devoir faire une vraie due diligence un peu plus complète. Tu vois, même une due diligence de technologie, une due diligence légale, tu vois, avec l'entrepreneur et tout, un ref check, un background check de l'entrepreneur. Et ça, c'est des côtés un peu plus techniques. Et souvent, le fonds lead aussi est responsable de remettre un ticket si jamais l'entrepreneur a besoin C'est ça prend bien sûr. d'une injection de cash un peu plus. Le fonds lead devrait être capable de remettre un petit ticket pour aider l'entrepreneur. Ok. Est-ce qu'il y a des secteurs un peu tendance dans lesquels tu investis dans la tech? Ouais, nous, on est un fonds plutôt consumer. La raison pour laquelle on est comme ça, c'est parce que, bah, comme je te disais, nos athlètes, donc on a, tu vois, Antoine Dupont, Teddy Riner, Blaise Matuidi et tout, quand on les utilise et qu'on veut utiliser leur visibilité, c'est cool d'avoir, tu vois, des boîtes qui sont plutôt des boîtes que nous, on va utiliser tous les jours dans notre day-to-day. Donc en fait, comme on se traduit comme un fonds consumer, donc ça veut dire qu'on regarde tous les sujets B2C, B2B2C ou B2B si l'utilisateur final du produit reste monsieur ou madame tout le monde. C'est comme ça qu'on voit le modèle. Et donc dans ces secteurs-là, nous on regarde énormément l'intelligence artificielle en ce moment. C'est le sujet dont tout le monde parle. Ça a représenté plus de 3 quarts des investissements sur le dernier quarter là, récemment. Donc c'est vraiment tout le monde parle d'intelligence artificielle à différents niveaux, que ce soit consumer, mais que ce soit aussi pour des business. On a investi récemment dans une boîte qui s'appelle Facet, qui est une super boîte française aussi, qui est en train de développer des AI agents, donc des agents IA, qui vont permettre d'automatiser plein de tâches du quotidien pour des entreprises. Et donc eux, ils sont en train de targeter spécialement pour les SMBs, donc les PME, Ok. et aider en fait tous ces gens qui sont tous les jours en train de envoyer des mails ou gérer leur stock ou tu vois, Ok. gérer leurs finances, bah, automatiser tout ça grâce à des agents IA. Donc il y a toute une thèse qu'on est en train de développer autour de ça, parce que c'est le futur, le futur des investissements et on se pense qu'il va y avoir énormément de sujets là-dessus. Donc ça devient aussi très dur de jauger quelles boîtes sont les Bien meilleures. sûr, mais oui, tu as une Euh, profusion de boîtes ouais, tech, j'imagine, sur les dernières années depuis énormément. l'IA que. Ouais. Donc tu as ce secteur-là. Ensuite, nous on regarde beaucoup aussi tout ce qui est creator economy en ce moment, prosumer, donc ça peut te parler pas mal parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont en train de se développer, que ce soit dans la génération de contenu avec de l'IA aussi, ou dans la monétisation de tes utilisateurs, comment tu veux partager ton contenu et tout ça. Donc ça, on regarde beaucoup ces boîtes-là. On regarde beaucoup aussi il y a un peu une resurgence du gaming qui est Ouais, intéressant, exact, ouais. notamment avec l'IA aussi. L'IA, ça a un impact sur pas mal de sujets, mais tu vois, la personnalisation des jeux, le retour un peu, enfin même la croissance encore qui continue du mobile et tout ça. Donc ça, on regarde pas mal. Et peut-être une dernière croissance maintenant qui est encore plus récente, c'est qu'il y a un retour de la crypto qui est quand même intéressant. Ouais, Notamment il avec, a un avec, all-time high là. ouais, Ouais, ouais. avec Trump, ça a eu pas mal d'impact. Et je regardais là, j'écoutais un podcast de A16Z, qui est un des grands fonds, les meilleurs fonds d'investissement de start-up.
qui expliquait que maintenant il y a plus de 220 millions de comptes et d'utilisateurs de wallet crypto. Donc c'est le all-time high d'utilisateurs et parce que maintenant la technologie est une maturité qui permet d'avoir plein d'applications différentes et de rendre en fait une utilisation qui au début était plus pour des early adopters, donc un peu les geeks de la tech qui voulaient faire de la crypto, bah maintenant ça devient quelque chose, un sujet qui est beaucoup plus présent dans le day-to-day de tout le monde et donc il va y avoir énormément de croissance à ce niveau-là aussi. Ok. C'est marrant que tu parles de crypto. Moi, j'avais vu des stats de fou qui disaient qu'il y avait trois quarts de la population française qui voulait investir Mais qui ne et savaient que tu pas n'avais comment même pas ouais. exactement. Parce que c'est un sujet qui est hyper tabou. Ouais, Et moi, je m'intéresse aux crypto depuis maintenant 4-5 ans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est pas assez banalisé. En fait, t'as pas confiance parce que tu as les influenceurs qui vendent aussi du shampoing à Dubaï et ouais, qui c'est vrai. te disent bon, bah, acheter ma crypto, mon Euh, shitcoin, etc. Et oui, c'est vrai que le contexte est hyper favorable. ouais, Bah, tu as Trump, tu as la Fed qui baisse ses taux d'intérêt, ouais. tu as toute une sorte de levée qui font qu'accélérer le bull run, quoi. Ouais, Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va commencer à exploser et ça va être un peu un retour de la crypto qui a été un peu un moment en difficulté. Et donc j'ai hâte de voir parce qu'il y a pas mal de boîtes aussi en tant qu'investisseur. Tu vois, moi je suis arrivé, ça faisait déjà un an que le fonds avait été lancé. Et donc tu vois même que les trends d'investissement et les types de boîtes dans lesquelles on investissait il y a un an, c'est plus du tout les mêmes que celles où on investit aujourd'hui. Et donc, du coup, de voir des trends ou des sujets qui réémergent ou qui reviennent, c'est pas mal parce que ça te permet aussi de faire, de rebooster quelques boîtes ou quoi. c'est clair. Et toi, qu'est-ce qui te donne envie d'investir dans une startup? Est-ce que c'est l'équipe, le marché euh, Il y a, et c'est un peu cliché, mais tout le monde parle. Et c'est vraiment un sujet et c'est ça qui est important, surtout quand tu t'investis très tôt. Nous, on investit en early stage, donc on est assez tôt dans la vie de la startup. Donc, des fois, tu n'as pas forcément un produit très précis ou tu n'as pas forcément une vision très, très, très précise de la boîte. Donc, du coup, l'équipe, c'est vraiment un des sujets les plus importants. On parle souvent, il y a un concept qui est assez connu qui s'appelle le founder market fit. Donc, tu dois en fait t'assurer que l'équipe qui est en train de créer cette solution, c'est la meilleure équipe possible pour trouver une solution dans ce marché-là. Et ça peut se traduire grâce à leur background et leur expérience, ce qu'ils ont fait avant, mais aussi leur réseau, leur connaissance du marché, et plein de sujets comme ça. Donc ça, tu analyses énormément ça. Et puis dans l'équipe aussi, il faut avoir une complémentarité dans l'équipe qui est assez importante. Tu vois, par exemple, ça nous est déjà arrivé de voir des mecs qui se coupent la parole pendant, tu vois, pendant un pitch. Ça, c'est un red flag. Parce que tu vois que les mecs ils peuvent être un peu trop bon on parlait de gaz des fois qui sont trop stubborn ou quoi et donc il faut avoir une équipe ultra saine parce que tu dois quand tu commences un travail d'entrepreneur et une idée c'est pas du 9h 18h hein, toute ta vie elle tourne autour de ça et donc l'équipe c'est quand même très important. Après il y a aussi un sujet de marché et donc c'est là où je te disais nous on se crée régulièrement un peu des thèses d'investissement. On va voir en fait que il y a quelque chose qui se passe dans ce marché-là, il y a une nouvelle technologie qui est en train d'émerger là, et donc en fonction de ça, quand tu as une bonne équipe qui arrive et qui te dit qu'ils vont être en train de créer une solution à ce niveau-là, c'est plutôt bon. Tu dis, c'est la bonne équipe, ils sont sur un marché qui est prometteur, qui est croissant, et ça c'est plutôt cool. Donc c'est je pense, deux sujets un peu importants et qui donnent un peu une bonne notion de potentiel investissement que tu peux faire. et puis t'as pas, toi, ton rôle, c'est pas juste de mettre de l'argent. Tu as aussi envie de suivre les gars. Tu vas souvent être en call avec eux. Donc tu dois devoir travailler, j'imagine, avec ces gars-là Il y a aussi ça, ouais. Il y aussi. a un côté très. Alors, tu vois, ça c'est pas. Moi, c'est pas encore forcément moi qui vais après gérer toute la relation avec eux, et c'est plus le rôle de Salomon et tout. Mais je fais partie quand même des calls et tout. Et c'est vrai que le fit est ultra important. Et il y a un côté très humain dans le VC que je connais. Enfin, j'avais pas cette notion-là avant. En fait, quand tu vas. Mine de rien, tu t'engages sur une relation de 10 ans où tu vas bosser ensemble. Alors, même si tu as une relation plus d'investisseur-entrepreneur, tu es quand même là pour bosser ensemble et trouver la meilleure solution ensemble. Et donc un gros du job, ça reste tu vois, de pouvoir collaborer, de s'entraider, de trouver des solutions ensemble. Et donc il faut qu'il y ait un bon fit, il ne faut pas qu'il y ait des tensions, quoi. Et donc c'est là où même quand tu choisis l'entrepreneur, il faut ça se passe bien, tu vois. Ok. À ton avis, c'est quoi les erreurs les plus flagrantes
que les mecs font, les mecs qui viennent te présenter leur pitch? C'est quoi les erreurs à ne pas faire face à un VC? Ouais. Tu sais, tu te mets. En vrai, on essaye. Il y avait une vision un peu classique, même moi, quand je connaissais pas trop le métier. Le VC, il fait peur un peu. Tu as l'impression que tu vas parler à quelqu'un qui va. Le tout puissant qui va dire Et c'est plus du tout comme ça. Vraiment, genre, il y a une super bonne relation. Franchement, on est gentil, bienveillant. Tu vois, t'as pas le côté méchant, cassant du mec qui va te dire ah non, t'as pas une bonne idée et tout. C'est pas du tout comme ça. ok. C'est vraiment très bienveillant et très. Tu vois, plus de l'entraide et tout. Donc ça, donc c'est pour ça que tu te mets pas forcément de red flag. Après, il y a des. Je me revois, moi, quand j'ai commencé à pitcher ma boîte à l'époque, quand j'ai voulu faire ma première boîte, tu sais, j'avais appris mon pitch par cœur, je connaissais par cœur et tout, je récitais vraiment comme une poésie. Ça, c'est quelque chose qui est un peu. Qui est pas forcément très bien à faire parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt que tu vas devant l'investisseur et tu lui parles de ton sujet plus de manière naturelle parce que tu es à un niveau et ça te montre que tu connais bien ton sujet. Tu es à un niveau où tu n'as même pas besoin d'apprendre un truc par cœur parce qu'en fait, tu connais tellement le sujet que tu sais répondre aux questions. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc récité et tout. Et donc, souvent, quand c'est récité, quand tu vas voir l'entrepreneur qui va lire son deck trop, c'est pas un bon signe. Ça peut être des fois le stress aussi, et tu vois, donc on reste toujours bienveillant, mais tu te dis que c'est pas forcément un bon signe. Et pareil, dans les decks qui sont envoyés de temps en temps, souvent on reçoit les decks avant. Il y a une théorie un peu, et le premier truc que Salomon m'a appris. Sur la première semaine où je suis arrivé sur Origins, il m'a dit: je veux que tu t'entraînes à comprendre si un business est intéressant en 30 secondes en regardant un deck. Donc tu as une théorie en fait de 30 secondes, tu dois regarder un deck et tu dois comprendre, ok, est-ce que ça vaut le coup de prendre un call avec eux? Parce qu'on reçoit mais une centaine de decks par Ouais, jour, j'imagine, bah oui. et donc tu les regardes tous, mais il faut que tu sois capable de les regarder tous en 30 secondes pour te dire, ok, lui ça vaut pas le coup d'un call, lui ça peut valoir le coup d'un call. Et, euh, et pour faire ça, et pour aussi avoir la chance de pouvoir avoir un call, enfin c'est pas une chance, mais pouvoir faire un Ouais, call avec l'opportunité, quoi. un Enfin, ouais. investisseur, il faut avoir un deck qui est très clair, pas trop de texte, très très tu vois, visuel simple, tu vois, avec les sujets les plus importants qui sont le marché, la solution, tu vois, le problème, la solution, la taille de marché, l'équipe et qu'est-ce qu'on veut? On veut lever tant. Et ça suffit, tu vois, un truc vraiment clair qui te permet en fait d'avoir une visibilité assez rapidement en 30 secondes et qui te donnera plus de chances que plutôt d'avoir un truc hyper complexe avec plein de textes et tout. Donc ça, c'est un truc aussi. Euh, C'est ouf, on apprend la même chose en école. Pour moi, c'était du bullshit, tu vois, parce que moi, j'avais fait prépa avant, donc c'est des trucs hyper théoriques. Et quand tu arrives Ouais. en école, on te présente des concepts un peu, comment dire, t'as l'impression que c'est un peu du vent. Ouais. Et donc, bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que là, j'ai un cours d'entrepreneuriat et d'innovation, et c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que quand tu arrives pitcher un deck, Ouais. tu as problème, solution, Bon, positionnement sur le sur le marché, ouais. marché, compétition, compétition, plus-value. plus-value. Mais ça, Euh, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour le coup. Parce que dis-toi que, enfin, là, je te disais, moi, je pense qu'en tant que VC, on voit une trentaine de boîtes par semaine. On fait des calls, tu vois, avec une trentaine de boîtes par semaine en c'est cumulé. énorme. C'est beaucoup parce que du coup, tu vois plein de boîtes et tout, surtout des fois qui sont dans le même secteur, dans des secteurs différents. Et donc, il faut que tu aies en fait des points marquants. Et comme ça, ça te permet de toutes les juger à leur propre enfin, sur un même piédestal en fait, avec différents arguments qui sont le marché, l'équipe, tout ça. Et c'est vachement plus simple en fait de prendre une décision et d'avoir une idée un peu plus marquée sur chacune des boîtes que tu vois. Donc c'est pour ça que même si c'est un peu, moi aussi je trouvais que c'était un peu bullshit et tout, c'est pas, C'est pas si bullshit que ouais, ça, c'est ouais. un sujet qui est Effectivement. important quand même. Et tu vois, savoir présenter un deck, alors après, faut pas aller. Il y a aussi un contre-argument où tu dis si le VC va me passer que 30 secondes sur le deck, pourquoi je vais m'embêter à changer un Ouais, bien truc sûr. mais bon, ça fait partie un peu de la philosophie aussi, et c'est comme ça. Mais si tu as 30 appels, le fait que tu aies 30 appels, entre guillemets, par jour, est-ce que c'est lié au fait que vous soyez en pre-seed, seed, ou est-ce que les mecs qui sont en série B aussi, ils ont Ouais, autant d'appels ou alors c'est pas 30 par jour, hein, mais enfin, c'est pas 30 ouais, par jour, mais mais enfin oui, beaucoup de il y en a propositions? beaucoup, ouais. Ouais, t'as raison. Comme on est en pre-seed, il y a beaucoup plus de boîtes qu'on voit, mais ça peut aussi aller beaucoup plus vite. Parce que comme je te disais, tu as moins d'analyse à faire, tu as moins d'analyse financière, tu vois, de tout le back-end du business. Donc ça va plus vite et donc tu vois naturellement plus de boîtes. Ok, ok. Tac. Bah écoute, on va dérouler. Euh, c'est quoi, c'est quoi une startup qui a un potentiel de scale important selon toi?
Une startup, tu as un nom de startup? Pas un nom de startup, mais les critères qui Ah, font que ouais, là, tu as bien avancé dans ta relation avec la startup, tu as closé le deal et ouais. qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'elle va continuer à scaler ou pas? Bah, je pense que nous, un truc qu'on regarde beaucoup chez Origin, c'est le network effect. Je t'en ai parlé vite fait tout à l'heure, j'en parlais aussi. C'est en fait, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est la capacité en fait que un utilisateur va pouvoir contribuer à la communauté qui est en train de se créer dans l'application ou dans la boîte, dans l'utilisation du produit. Et donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est ce qu'on regarde parce que ça permet de multiplier et de dupliquer en fait le nombre d'utilisateurs sur le long terme et de créer de la stickiness. Donc ça veut dire que les utilisateurs, par exemple, je te parle d'applications, de choses comme ça, ils vont avoir envie de revenir sur l'application parce que il y a leur pote qui est arrivé, donc ça donne envie de rester parce que tu veux partager des moments avec ton pote tes potes sur l'application. Et donc ça, c'est ces sujets de network effect. Et ça, nous, c'est des choses qui nous montrent qu'une boîte va pouvoir scaler rapidement parce que ça veut dire qu'elle va réussir à garder une rétention assez bonne. Donc, tu vois, tu as des métriques que tu regardes souvent dans des apps et des choses comme ça. Tu as nombre de downloads, le monthly active users, MAU. Tu vas avoir le daily active users, le daily par jour. Tu vas avoir la rétention, le churn, le LTV CAC ratio. C'est plein de ratios comme ça que tu calcules un peu pour voir ce qui fonctionne. Et une fois que tu as trouvé ça, c'est un bon potentiel. Et bah, peut-être pour t'expliquer un peu, avec Salomon, on a créé un peu une thèse où on s'est rendu compte que tant que tu avais un TAM, donc le TAM c'est le Total Addressable Market, donc c'est tout le marché que tu peux toucher assez infini. Donc ça, tu en as dans des secteurs, je sais pas, dans l'éducation, dans des choses comme ça, tu as toujours des gens qui vont vouloir apprendre, tu as toujours plein de secteurs comme ça que tu peux trouver un peu niche qui vont avoir un TAM infini. Si tu arrives à avoir un LTV CAC ratio, donc ça le LTV CAC ratio c'est Lifetime Value sur CAC, Customer Acquisition Cost. Donc le CAC, c'est combien ça te coûte de choper un nouveau client, un nouveau utilisateur. Et le LTV, c'est combien cet utilisateur il va te rapporter pendant toute la période où il va être avec toi. Et on dit en général que c'est bien d'avoir un truc un peu supérieur à 3. C'est-à-dire que si l'utilisateur t'a coûté 1 euro, il faut qu'il te rapporte au moins 3 euros sur la durée de son utilisation de l'application. Et bah, tant que tu arrives à faire ça, c'est pas très grave si tu perds tes clients au fur et à mesure parce que tu as des unit economics, des économies assez saines qui te permettent de scaler ton business sur le long terme tant que tu continues à avoir plus d'utilisateurs. Est-ce que tu favorises les boîtes qui ont un ARR plus ou moins important? Annual Recurring Revenue, donc c'est plus les boîtes qui ont des boîtes tech qui fonctionnent sur des modèles d'abonnement Ouais, alors mensuels ou annuels. il y a beaucoup de thèses autour de ça. Tu sais, il y a un moment, c'était beaucoup de marketplace aussi. Les gens regardaient beaucoup les sujets de marketplace, maintenant un peu moins. Euh, Après, donc le modèle de B2B SaaS, c'est le pur modèle d'ARR où Ouais, tu bien as du sûr. recurring revenue et tout ça. Euh, c'est important, surtout nous, tu vois, maintenant on est sur la fin du déploiement du fonds. Donc ça veut dire qu'il nous reste que quelques tickets à investir dans le fonds. Et du coup, tu as envie de te sécuriser un peu les derniers investissements. Donc tu prends un petit peu moins de risques. Donc tu vas forcément aller chercher des boîtes qui ont peut-être un peu plus d'ARR ou de choses comme ça. Mais après, il ne faut pas que regarder l'ARR parce que si tu regardes que l'ARR et que tu vois qu'en fait, le mec il a dépensé 5 Ouais, bien millions sûr, pour exact. générer 1 million d'ARR, c'est pas forcément un bon signe. Et il y a un peu une culture en ce moment, notamment due à tout le milieu, enfin tout le contexte économique et tout, qui est de favoriser presque maintenant le break-even point et la profitabilité plutôt que la growth. Ok. Il y a encore plein de thèses qui disent que la growth, ça reste important, mais tu as un shift en fait en général des investisseurs du venture capital qui commencent à regarder des boîtes qui sont un peu plus profitables rapidement, qui arrivent en fait à tu vois, générer, comme je te disais, un LTV CAC rapide plutôt que celles qui dépensent énormément mais qui vont croître énormément. Ça, souvent dans les réseaux sociaux, c'est ça. Tu vas avoir énormément de users, mais en même temps, tu vas dépenser des millions dans des ads et dans des pubs et des Ouais, choses comme exact. T'as ça. les agences aussi, Ouais, ouais, exactement. énorme potentiel, ouais. Et donc maintenant, il y a un shift vers la profitabilité, on va dire. Ouais, ça me permet d'amener un peu la question suivante. À quel point est-ce que la conjoncture économique du moment auquel tu investis joue dans ta décision? Ça joue pas mal, en vrai, ça joue beaucoup même parce que tu vois, tu vas regarder un peu t'as les trends un peu macro et un peu plus micro aussi en fonction de tout ce qui se passe dans chacun des secteurs, donc dans l'IA et tout ça. Euh, mais tu es un peu obligé de regarder parce que
Tu vois, aujourd'hui, là, depuis 2021, il y a eu une bubble dans dans le VC et la tech qui faisait que tu avais des levées de fonds de dingue. C'était genre la meilleure période pour être en VC. Tout le monde investissait. C'était incroyable. Et depuis 2022 et tout, il y a eu une vraie chute. C'est devenu un peu plus compliqué. Et la raison pour laquelle, c'est que tu vois, tu as eu de l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui fait que les gens ont moins envie d'investir D'emprunter aussi. voilà, et moins envie d'investir dans des véhicules d'investissement qui ont des longs process de retour sur investissement. Et le problème du VC, c'est que, alors c'est pas un problème parce que c'est un modèle qui fonctionne quand même très très bien, mais il faut que tu aies un événement de liquidité pour récupérer ton argent. Une fois que tu vas donner du cash à un entrepreneur, il faut ensuite que tu sois capable de revendre tes parts tu vois, d'exit cet investissement dans 7, 8 ans, 10 ans, même 15 ans des fois, avec un retour sur investissement bien sûr. Mais du coup, pour ça, il faut soit un IPO, donc une entrée en bourse, soit un rachat d'une boîte, donc par exemple, là récemment, Biril qui s'est fait racheter par Voodoo, soit tu revends dans le secondaire, donc tu revends tes parts à un autre fonds ou des choses comme ça. Et donc ça veut dire que c'est un peu compliqué, même si théoriquement, la valeur de ton investissement, elle a un multiple, tant que tu n'as pas récupéré le cash et tu ne l'as pas redonné à tes investisseurs en tant que GP du fonds, tu n'as pas encore rendu l'argent, tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais, Et donc, il y a eu un peu un sujet là, à ce niveau-là. Il y a eu une baisse des IPO pendant longtemps. Donc là, c'est en train de revenir. Donc, c'est plutôt des bons signes. Il y a plutôt des bons signes en ce moment qui montrent que le secteur de la tech va regrossir et que le VC va redevenir un peu un écosystème plus stable et plus sain. viable. Donc, Et donc, est-ce que tu vois une différence entre les VC français et les VC américains? ouais, Il y a une vraie différence au-delà des moyens. ouais, il y a une différence. Bah, la chance Ça que vient un peu j'ai, des États-Unis, ouais, le métier de VC, le quoi. métier de VC et la tech en général, ça vient de la Silicon Valley. Et tu vois, c'est vraiment le cliché de l'entrepreneur américain qui est dans son garage et qui fait son ordinateur. Et c'est ça, hein, c'est l'histoire. Ça a commencé un peu comme ça. Et en fait, moi, après, tu vois, je peux pas te dire exactement toutes les différences et tout parce que j'ai pas forcément eu l'expérience de travailler aux États-Unis dans un fonds de VC. Mais là où j'ai de la chance, c'est que Origins investit aux États-Unis et en Europe. Et du coup, tu vois un peu quand même les différences d'écosystème. Et je pense qu'il y a deux types de différences. Il y a les différences des investisseurs et les différences des founders, des entrepreneurs. Je trouve que l'entrepreneur en général aux US, il va avoir vachement plus rapidement une vision énorme, tu vois, de marché. Parce que le marché américain, c'est un marché qui est énorme. Là où en France, ça représente moins de marché, c'est plus petit. Et donc, du coup, plus facilement, en France, l'entrepreneur va se dire, OK, on va essayer de faire un business pour ce secteur-là en France et tout ça. Là où aux États-Unis, ils sont obligés de penser directement USA et en gros. Et donc, ça, c'est une vraie différence de mentalité. Et tu vois, pour être entrepreneur, il faut avoir une vision quand même un peu bold, il faut te créer une vraie thèse autour de ton sujet. Et donc, je pense que ça aide aussi beaucoup les entrepreneurs américains par rapport aux entrepreneurs européens. Mais il y a un changement de culture à ce niveau-là, au niveau de l'Europe. Et donc, c'est plutôt cool. Et c'est un secteur qui est en train d'exploser en ce moment. La tech en Europe devient de plus en plus C'est vrai. intéressante. Complètement, les investissements et des lois qui vont en faveur Ouais. de la tech. La France hein, est un marché de tech énorme en ce moment, qui est un enfin, des marchés dominants en Europe. Tu vois, c'est France, UK, Allemagne et Nordiques, on va dire. Mais la France reste quand même très très solide, donc ça c'est plutôt cool. Et le dernier point que j'allais dire, c'était tu as le côté founder et le côté investisseur. Et je pense que les investisseurs aux US, ils vont avoir plus cette vision de se créer des vraies thèses d'investissement. Là où en France, tu vas plutôt facilement te dire, OK, on va faire un market mapping. Et on va se dire, ah, OK, il y a ces boîtes-là dans ce secteur-là et tout. Mais tu vas pas forcément te dire, OK, je sais qu'il va se passer quelque chose dans cette technologie-là qui va faire que ça va créer des boîtes à tant de millions de dollars d'ARR. Là où aux États-Unis, ils se créent vraiment des trajectoires et des visions sur des secteurs très, très précis. Et donc, je pense que c'est deux manières un peu différentes, mais tu as une manière un peu proactive et une manière un peu réactive, je dirais. Ok, ok. Et c'est quoi le projet le plus surprenant dans lequel tu as investi jusqu'aujourd'hui? Euh, Il y a pas mal de bah, alors, moi, du coup, bah, j'ai fait mon premier investissement. Et quand je dis que j'ai fait mon premier investissement, c'est que c'est vraiment moi qui ai sourcé le deal, qui ai genre fait tout le process avec l'entrepreneur et tout. Donc ça, c'était cool, c'était récemment. Donc c'est un peu mon premier vrai investissement à moi. Ça s'appelle Custom Use. C'est une boîte
qui est en train de développer un peu un modèle de, tu vois, Canva, mais en fait le Canva pour la création 3D. Et donc toute l'utilisation de ces modèles 3D, c'est pour Roblox, pour les réseaux sociaux, TikTok, tout ça. Et le founder est top, on a fait beaucoup de calls avec lui, j'ai fait beaucoup d'allers-retours et c'était un vrai process. Même qu'à la fin, on a pris un peu de temps à prendre une décision. À la fin, il a commencé à avoir beaucoup de demandes d'autres fonds. Donc on a failli se faire éjecter du tour. Comme je te disais, il y a la partie winning aussi. Donc on a été trop long sur le picking. On a mis du temps à décider si on voulait investir dedans. Et du coup, on a failli se faire doubler. Donc on a dû lui revendre un peu pourquoi ça valait le coup d'investir dans Origins. Et donc là, il y avait presque un côté un peu de vente, de marketing, où j'ai préparé tout un mémo pour lui montrer tu vois, toutes les idées de campagne qu'on pouvait faire avec les athlètes, parce que comme je te disais, nous on a le vrai avantage d'avoir des athlètes pour faire des campagnes marketing. Et donc c'était assez marrant parce que j'ai réussi à regagner ce deal-là. Et donc je me souviens, c'était un vendredi, je l'ai appelé et tout. Salomon m'avait dit appelle-le en FaceTime parce que ça te donnera un peu plus de légitimité. Tu verras un peu aussi lui sa réaction. C'est ce que j'ai fait et tout. Tout le week-end, j'étais stressé. Le lundi, il m'a dit vas-y, c'est bon, on fait le deal ensemble. Donc ça, c'était cool. Mais deux investissements un peu différents qu'on a fait récemment à l'échelle du fonds. Il y en a une qui est une chaîne de café. Alors, c'est pas du tout trop de la tech, mais ils ont réussi à craquer un modèle très intéressant de micro-retail. Donc, ils ont des tout petits coffee shops en Allemagne qu'ils arrivent à payback. Donc, ils repayent, enfin, là, ils sont en break-even sur ce coffee shop en moins de 6 mois. Et le modèle est Solide, ouais. super bien fait. Ils arrivent à scaler énormément. Et en fait, ils ont digitalisé toute l'expérience client. Donc, ils ont plus de 60% des gens qui vont commander des cafés dans leur shop qui le font via leur application et via tout un modèle de carte. Déjà, Apple Pay, qui est la Lap Card, qui est leur carte de coffee shop. Ok. Et c'est en train d'exploser. Et tout ça, on avait fait une analyse en fait de toutes les marques en ce moment. Tu as des marques aux États-Unis qui s'appellent Blank Street, Blue Bottle, qui ont été rachetées pour des millions par des fonds ou par des grosses boîtes. Et donc, on pense qu'il se passe quelque chose dans ce modèle-là. Donc, on a investi Ok. là-dedans. Et la dernière aussi un peu marrante, c'est qu'on a fait une boîte dans les robotics. Nous, on est plutôt un fonds, on investit dans le software et pas dans le hardware. Mais là, on a fait un Ok. peu une exception. Sur ce hardware, ouais, ok. Et on a fait une boîte qui fait des robots pour la maison, qui va te permettre de plier tes vêtements, nettoyer chez toi et tout ça. Et donc ça, c'est un peu cool aussi. C'est deux mecs qui étaient à Carnegie School, qui est genre la meilleure école aux États-Unis de robotics. Ok. Et ensuite, ils ont bossé pendant 4-5 ans chez Apple sur tous les projets AI et tout. Et là, ils ont décidé de créer leur boîte et tout. Et ils ont fait pas mal de bruit. Ils ont fait le Y Public. Combinator, Ok, YC, ok, donc d'accord, assez ok. connu. Qui est la référence en Ouais, termes de développement exactement. startup, ouais. Ouais. Et du coup, on a investi dans cette boîte-là Énorme. aussi qui Bah, est marrante. félicitations, les gars. Ok, est-ce que tu as un modèle d'inspiration chez les VC? Je sais qu'il y a un mec qui est hyper présent sur les réseaux. Harry Stebbings. Jean, moi, je. Ah, Jean de Jean de la Clever Venture Roche-Brochard. Ouais, en la France, Roche-Brochard. qui est hyper présent sur tous les réseaux. Et je sais pas comment ce mec l'a fait pour avoir autant de rendez-vous et en même temps Ouais, gérer une ouais. call à côté de Bah, chaque c'est un fois. pote de Salomon. Salomon aussi est assez présent. Ok. Et les deux se connaissent très très bien aussi. Et puis, pote de Ilan aussi. Mais tu me parles d'un mentor, moi, un mec que. Peut-être un mentor, un mec qui t'a peut-être poussé vers le VC et qui t'encourage aujourd'hui à continuer. Bah, c'est un peu cliché, mais comme tu vois, comme je poste tous les jours avec Salomon, je pense que c'est lui vraiment mon mentor et qui m'aide vachement dans tout le métier. Mais j'ai appris le métier d'huissier avec lui. Ok. Euh, c'est vraiment, je te dis, on se texte à minuit et demi le soir parce qu'on a une question, on se pose une question, on réfléchit un peu à la boîte, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment lui qui m'a tout appris. J'admire énormément sa capacité qu'il a. Il a deux choses où il est très très fort, je trouve. Sa capacité à créer des relations avec les gens, qui est très très humain. Et la deuxième chose, je dirais que c'est sa capacité à, tu vois, vraiment être capable d'analyser des boîtes et savoir ce qu'il faut comprendre dans la boîte pour savoir si tu veux faire un investissement. Ok. Ok. Où est-ce que tu te vois, toi, dans les prochaines années continuer? Ouais, là pour l'instant le VC, ça me plaît énormément. J'aime trop le métier. C'est vraiment, je te dis, c'est un métier de passion et une fois que tu commences à rentrer dedans, c'est très très addictif. Donc j'aimerais bien rester en VC. Et après, je sais pas, peut-être un jour créer une boîte ou quelque chose comme ça. C'est souvent, je te disais tout à l'heure, tu as pas mal d'allers-retours entre les investisseurs VC, ils deviennent entrepreneurs et ils redeviennent investisseurs. Ilan, par exemple, c'est un bon exemple, qui est le cofondateur aussi d'Origins. C'est un peu comme ça que ça fonctionne et je me verrais bien faire ça. Ouais. Ok, ok, ok. Quel conseil tu donnerais à ceux qui aimeraient faire du VC, le toi à 20 ans, Ouais.
peut-être pour avoir débuté dans le VC, c'est quoi le mot d'ordre pour travailler dans le VC? Je dirais, genre parler aux gens. Faut discuter avec des gens dans le milieu. Faut pas avoir peur d'envoyer des messages sur LinkedIn, tu vois, vraiment genre outreach cold. Euh, Il y a plein de milieux, tu vois, je vois ma copine, elle est dans le marketing, dans le luxe et tout, et les gens ils répondent pas, tu vois, toujours. Enfin, t'as plein de milieux où les gens ne sont pas très connectés, ils veulent pas trop parler. Mais dans la tech et dans le VC, c'est complètement l'opposé. Et justement, tout le monde est toujours très très ouvert à parler. Je te dis, tu envoies un message à Salomon demain, il va te répondre. Genre, ouais. Et donc, faut pas avoir peur de le faire. Parce que comme je te disais, le VC, ça peut paraître un peu flippant au début, le truc un peu. Et en fait, si tu rentres dedans, tu commences à discuter avec les gens, tu vas te rendre compte que c'est que des gens cool qui ont envie de partager leur passion. Et donc, faut pas avoir peur de vraiment outreach et faire le move. Et après, il faut bosser un petit peu pour comprendre le milieu. C'est ce que j'ai fait moi pour essayer de rentrer dedans. Tu comprends les codes et tout. Et ensuite, voilà, c'est comme ça. Mais vraiment, parler aux gens, c'est le meilleur moyen de rentrer dans le VC. Donc, envoie des messages sur LinkedIn, faites, ça vaut le coup. Énorme. Ouais, bah Hugo, nous la cam a coupé là-bas. Ouais, Je vais vous faire un coucou d'ici. Merci beaucoup pour ton intervention. c'était un vrai plaisir. C'était énorme, c'était très cool de pouvoir parler de toi avec un VC, surtout que comme on disait, c'est un taf qui est quand même très émergent, Ouais. en tout cas qui prend beaucoup plus de visibilité aujourd'hui. Mm. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup à toi et c'était très cool et j'espère qu'on aura l'opportunité de refaire ça une prochaine fois. Avec grand plaisir. Allez, salut. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à investir dans Origin. Merci, ciao.